Alors, ce soir, donc, nous recevons Camille Etienne autour de son livre. Donc, Camille Etienne, est-ce que je te présente? Oui, je vais le faire quand même. Tu es donc une militante pour la justice sociale et écologique. Tu agis sur pas mal de fronts, notamment dans les mobilisations sur le terrain, en France, à l'international. Tu participes à la démocratisation aussi de la question de l'urgence écologique dans les plateaux télé. Ça, c'est un sacré truc. Et voilà, tu réalises des enquêtes de fond avec le duo Avant l'orage, des reportages, etc. Et tu as sorti l'année dernière donc, ton premier livre pour un soulèvement écologique, en finir avec l'impuissance collective. Merci. Merci d'être là, on est très honorés de t'avoir avec nous. Pendant ce moment, on va être donc aussi deux. Donc moi, Claire, qui m'occupe de la librairie juste ici, et Pablo, qui travaille, qui est dans le secteur associatif depuis une quinzaine d'années, qui a créé, organisé des festivals autour de qui mêle aussi questions écologiques, inclusion et coopération. Tu as créé une recherche même sur l'avenir des festivals dans un enjeu social et écologique. Et en ce moment, tu accompagnes des structures culturelles dans leur bifurcation écologique. Merci d'être là aussi. Ce livre donc est paru l'année dernière, et c'est un livre où tu croises donc des études scientifiques avec aussi des témoignages personnels sur des moments aussi de ta vie, avec des concepts philosophiques. Comme on aurait dit, nous on s'est dit entre un essai et un manifeste, tu t'attaches à démontrer que l'impuissance face à l'urgence écologique est en fait une construction, et quand du coup, comme toute construction, on peut la déconstruire, et notamment par des actions collectives. En résumé, mais vous allez lire le livre, c'est sûr. Nous, ce qu'on avait eu d'abord, basiquement, eu envie de te poser comme question, c'est quel a été le processus d'écriture de ce livre, à quel moment ça t'est apparu comme comme on parle de besoin d'écriture ou de quelque chose comme ça, et est-ce que ça s'entremêle avec ton parcours personnel? Est-ce que tu peux nous raconter ça? Bonsoir, déjà je suis trop contente d'être là, cette librairie est incroyable, c'est magnifique, vraiment. Je suis trop contente de vous voir, ça fait longtemps qu'on essayait d'organiser ça. Et vous, ça va aller? De 7 à 77 ans? Ouais? Ok, on parlait de trucs intenses. En fait, oui, le processus d'écriture, alors c'est horrible, pour tout vous dire. C'est horrible, et c'était marrant parce qu'en fait, il y avait beaucoup de... Je demandais à des auteurs ou à des autrices la question qui nous hante, c'est combien de temps t'as mis pour écrire? Et ils me disent non, mais j'ai commencé, ça mûrit dans ma... En fait, je me disais mais combien de temps? Je veux savoir, en fait, combien de temps ça va me prendre ce truc? Et en fait, je me suis retrouvée après à faire exactement la même réponse. C'est-à-dire à avoir cette phrase qui m'exacerbait, que j'entendais, c'est de dire c'est vraiment un accouchement, un livre. Et je n'ai pas accouché, donc j'imagine qu'il y avait la même douleur. Mais il y a quand même cette chose très étrange de quelque chose qui est... On peut pas mentir dans un livre, enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est que la phrase et les mots qu'on va poser sur le papier, ils sont précieux particulièrement, je trouve, pour deux raisons. C'est qu'elles vont nous survivre, et que si on décide d'y mettre un point à un moment donné à cette phrase, ça veut dire qu'on l'assume pleinement. On n'a pas été pris par le temps, on n'a pas été pris par un contexte précis, c'est pas juste une phrase, on peut se dire j'ai fait ce que j'ai pu avec un contexte particulier. Là, c'est vraiment qu'on a envie que cette phrase existe et qu'elle aille dans d'autres cerveaux. Donc c'est qu'elles sont puissantes, ces idées-là. Donc ça oblige vraiment. Et la deuxième chose aussi, c'est l'intimité qui est inhérente au livre et aux lecteurs et aux lectrices. En fait, il y a quand même cette chose où, je sais pas vous, mais moi, les livres, c'est vraiment quelque chose que je vais lire dans mon intimité, en pyjama, dans mon lit, que je vais lire, que je vais emmener partout avec moi, que je vais lire en silence,
que je vais prêter à mes amis les plus chers, qui font vraiment partie c'est un objet qu'on met dans une valise. Enfin, il y a quelque chose où on a un rapport émotionnel très fort avec cet objet-là. Et donc je me disais, mais les gens qui vont décider potentiellement de passer 5-7 heures de lecture avec moi, mais c'est pas rien, c'est un vrai engagement en fait d'aller découvrir quelqu'un à travers un livre. Donc je me suis mis vraiment la pression. Je me suis dit, c'est pas un petit sujet. Donc en réalité, à un moment donné où j'étais médiatisée pour plein de trucs, j'ai plein de maisons d'édition, parce qu'en fait c'est dur en ce moment pour eux de vendre des livres, et donc ils se sont dit, ah, quelqu'un est en vogue, bon bah elle va vendre des livres, donc on va aller faire des livres. Et ils voulaient mettre ma tête dans le métro et tout ça, et moi c'était mon angoisse. J'avais 21 ans je crois à ce moment-là. Je leur ai dit, mais je ne peux pas raconter le monde si je ne l'ai pas un tout petit peu vécu, j'avais besoin de lire. Vraiment, et j'admire des auteurs qui arrivent très jeunes à avoir des trucs à raconter, mais moi j'étais dans une période où je sentais que j'avais besoin de plus me nourrir des infos que de donner accès à des informations. Et donc j'ai vécu des scènes lunaires, on me proposait des chèques faramineux pour dire, tu vas écrire, on va pouvoir écrire pour toi, t'inquiète pas, il y aura des gens qui prendront des plumes et tout. Donc j'ai heureusement eu à ce moment-là cette présence d'esprit pour refuser tout ça, mais jusqu'à ce que je tombe sur Le Seuil, qui est une maison d'édition qui faisait la collection Anthropocène. Il y avait pas mal de chercheurs que j'admirais ou que je lisais, ou de chercheuses qui écrivaient là-dedans. Et quand je leur ai dit, je veux pas faire de livre, laissez-moi, je veux lire d'abord, elles m'ont dit, bah très bien, tu veux lire, donne-moi ton adresse. Et c'était juste avant le confinement, et en fait j'ai littéralement reçu un vrai carton de livres de collection Anthropocène, mais des pavés comme ça. Je les ai même tous pas encore finis, pour être tout à fait honnête. Mais c'est des références qui m'ont été super importantes pour moi. C'était la première fois que j'ai lu André Gortz, en fait, c'était là-dedans, que j'ai lu Vanni Litch, Ellul, enfin plein d'auteurs et d'autrices que je cite dans mon livre, et ben je les ai redécouverts ou découverts grâce à ça. Et c'est là où je me suis dit, c'est vraiment intéressant, c'est ce que pour moi doit faire une éditrice, c'est de comprendre la personne et de comprendre qu'à ce moment-là, j'étais pas du tout mûre pour écrire. Et ça a mis 2 ans entre le moment où elle m'a envoyé ce carton et le moment où j'ai dit, ça y est, je crois que j'ai envie de raconter une histoire. Parce que, pour une raison simple, c'est aussi que quand on est maître du temps, en tout cas je trouve dans le processus d'écriture, et que donc on pouvait pas me couper la parole. Je pouvais développer réellement une pensée complexe sans que j'ai quelqu'un qui me caricature en face, sans qu'il y ait l'image aussi. C'est vraiment juste les mots, donc c'est différemment. On reçoit différemment une information quand c'est juste une phrase, et quand c'est quelqu'un qui nous le dit avec un ton particulier, avec une tête particulière, avec une intention particulière, dans un moment particulier. Donc je me suis dit, ah là c'est vraiment ce que j'ai envie, c'est-à-dire de prendre 6 mois pour me retirer un peu de tout ça, et de juste avoir un temps pour me mettre face à ce vertige de développer une pensée un peu plus complexe. Voilà. Donc c'est comme ça que je me suis mise à l'écrire. En tout cas, nous, avec Claire, on a beaucoup aimé ce livre. On l'a dévoré en quelques heures. Du coup, il y a plusieurs éléments qu'on s'est notés, sur lesquels on aimerait revenir avec toi. Et l'idée, c'est qu'après une trentaine de minutes, 45 minutes au grand maximum, on fera un échange avec la salle, c'est ça, Claire? Si ça te va. Oui. C'est plutôt le mieux, parce que moi je suis là pour voir aussi. Sinon, moi je fais une vidéo et je l'envoie. Donc le plus on vous entend, le mieux ça me va. Allez, on y va. La première chose qui nous a marqué, c'est l'entame du livre, où tu abordes l'écologie par la notion de peur. Il y a cette phrase que l'on a retenue qui dit, où tu dis, la peur est un chemin vers le raisonnable, vers le savoir et la science. Et on pourrait se dire que c'est un peu à rebours de la première intuition qu'on aurait quand on veut parler de écologie, c'est de se dire on va l'aborder par la peur. Mais dans ton livre, il y a comme le sentiment que tu cherches à transformer ce sentiment de peur. Et donc on voulait un peu savoir comment tu en étais arrivé à prendre ce sujet-là par cet angle, et pour quelle raison. Je ne serai pas aussi longue à chaque fois en réponse aux questions, mais celle-là, elle est un peu clé, parce qu'au début, elle peut être mal comprise. Donc, je vais juste bien expliquer quand même ce que j'essaie de dire par là. Ça peut être mal compris. En fait, ça part déjà très de manière conjoncturelle, avec juste la rencontre avec Pablo Servigne, que peut-être vous connaissez
déjà, et en fait lui c'était un grand ami et il me parlait pas mal de ces questions des émotions, et c'est vrai que en creusant, je me suis aussi rendu compte, on parlait pas mal aussi de l'expérience d'être une femme dans l'espace public qui défend ces idées-là, et comment, c'est pas une grande nouvelle, hein, mais on est souvent décrédibilisé par nos émotions. Donc en disant, on dit par exemple de quelqu'un souvent qu'il est présidentiable parce qu'il met à distance ses émotions, parce qu'il arrive à incarner une forme de froideur. C'est quelqu'un qui a du discernement, qui ne se laisse pas happer par ses émotions, et donc il est distant et froid. Et en fait, je me suis rendu compte que je trouvais ça étrange d'abord et enfin dangereux, du fait que quand on prenne des décisions qui vont impacter littéralement la vie et la survie des gens et des générations entières, on arrive à le faire avec une telle distance. Ça me paraît bizarre. Et je me rappelle dans le moment de la pandémie, il y avait des ministres, des premières ministres femmes qui avaient dit, mais voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop comment on va gérer ça, on assume qu'il y a du doute, on est inquiète, mais en tant que population, on va le traverser ensemble. Et c'est dans ces pays-là qu'il y a eu le plus de processus démocratiques, où ils ont essayé de pas juste avoir que des scientifiques qui faisaient tout seuls les décisions publiques, mais de questionner les gens qui habitaient le territoire et qui allaient vivre en fait ces mesures-là pour savoir comment est-ce qu'on pouvait démocratiquement trouver des terrains d'entente intéressants. Et parce que le postulat de départ était, on reconnaît que là il y a une émotion et qu'une information qui nous arrive, qu'on va devoir gérer, on crée une émotion. Et que c'était pas forcément contraire à une décision publique qui amène à des résultats concrets intéressants. Et je me suis dit, mais c'est vrai que sur l'écologie, moi ça me rassurerait d'avoir un président qui soit capable de me dire, c'est vrai que là ce qui se passe est terrifiant. Parce que du coup je me dirais, ok, c'est vrai qu'il est pas fou, il voit bien la même chose que moi, donc je vais peut-être avoir un peu plus confiance dans ce qu'ils vont faire ensuite. Ce qui est très bizarre, c'est plutôt à l'inverse, ce qui m'inquiète, c'est le manque de peur, que je trouve précisément terrifiant. Et une chose aussi à comprendre là-dessus, sur l'éco-anxiété, c'est que il y a une étude qui est sortie il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, dans The Lancet, qui est vraiment un grand journal de référence scientifique, et qui a été repris partout, et qui a donné cette idée préconçue que 75% des jeunes il me semble que c'est moins de 30 ans, à vérifier la date limite, mais en gros, c'est ce qu'ils appelaient les jeunes, étaient éco-anxieux et étaient terrifiés par l'avenir. Et donc, ce que ça a créé comme conclusion, c'est des gens dans les rédactions des médias qui disaient « Ouh là là, attendez, il faut pas trop parler de ça parce qu'on a une génération de gens qui sont tétanisés, ils veulent plus faire d'enfants et machin, donc on va peut-être pas trop parler d'écologie, on va en parler de manière positive, à faire des sujets, à faire des solutions. » Première écueil que ça a créé. Et puis ensuite des politiques qui disaient « Regardez, les gens sont pas prêts, ils sont juste terrorisés, donc il faut vraiment qu'on recule. Et donc prenez soin de vous, surtout allez chez votre psy et retirez-vous un peu de l'action, quoi, parce qu'il faudrait surtout pas que ça vous angoisse. » Et ça, c'est une mise à distance de l'action politique. Donc ce que ça crée, c'est très dangereux. Il y a une différence entre la peur et l'anxiété. Et on pourrait dire que l'anxiété, c'est une peur qui n'a pas d'objet. C'est-à-dire qu'on sent une anxiété, parfois on dit une anxiété généralisée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas précisément ce qui nous crée cette angoisse. On ne sait pas si c'est qu'on a une mauvaise note, que le monde s'effondre, ou qu'on ne s'entend pas bien avec notre père. J'ai des exemples nuls, mais voyez, on n'arrive pas à identifier vraiment ce qui crée chez nous un sentiment. Alors que la peur, on a un objet de cette peur, et donc on peut agir sur l'objet de cette peur. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est exactement ce que disait en fait l'étude, parce que du coup j'ai eu la chance d'avoir les auteurs au téléphone juste avant qu'elle sorte, et donc elle a été assez mal traitée médiatiquement, mais en réalité ce qu'elle disait, la question c'était, ça montrait plutôt la terreur d'une partie de la population de voir le mur arriver, ou le trou, ça dépend ce que vous préférez, ou pas, mais de voir ce qui vous terrifie pour le coup. Et de voir pourtant que ceux qui sont censés être les mains sur le gouvernail, qui gouvernent, sont en train d'accélérer vers ce mur ou vers ce trou. Et donc c'était la sensation très bizarre d'être face à un abysse, vraiment un vide géant, où on se dit mais attendez, là on sait ce qu'on pourrait faire pour éviter quelque chose qui nous fait peur, et pourtant on ne le fait pas. Donc c'était le sentiment d'impuissance
qui était terrifiant. Ce que voulait dire cette étude, c'était que les gens se sentaient impuissants et que c'est ça qui les mettait en colère, c'est ça qui les rendait tristes. C'était cette sensation de dire mais on sait qu'on peut, par exemple, ne pas faire une autoroute ici et qu'il y a une voie, une autre voie, une alternative. Et pourtant, pourquoi on fait ça ? Et pourquoi ceux qui décident font des choses qui nous semblent nous amener dans un endroit qui est bien plus terrifiant. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est une distinction qui en fait dit tout. Et donc de ce postulat-là, je me suis dit en fait le vrai sujet, c'est pas tant la peur, c'est l'impuissance. C'est ce sentiment-là que la chose publique nous échappe. Donc c'est l'image d'on est dans une voiture et on est dans le passager arrière et le paysage défile comme ça et on le trouve juste pas très beau quoi et on se dit comment ça se fait que le gars qui est devant est endormi sur le volant et pourquoi est-ce qu'on continue d'aller dans cette direction qui est pas glorieuse. Donc c'était ce sentiment-là que je voulais saisir. Et sur la peur, j'aurais plein de trucs à dire. Je vous ouvre des tiroirs volontairement qu'on a l'air un peu décousus, mais c'est juste pour vous faire naître des nouvelles idées et aller creuser si vous avez envie. Il y a plein d'auteurs qui en parlent en fait. Je suis absolument évidemment pas la première et je cite d'ailleurs beaucoup d'autres auteurs dessus, notamment Dupuis qui dit « La meilleure manière d'éviter la catastrophe, c'est de la prévoir ». Et en fait, c'est extrêmement concret. Pour moi, c'est ce que devraient faire tous les politiques publiques, c'est ce qu'on attend d'eux. C'est-à-dire que si là, on n'avait pas peur que potentiellement il y ait un feu, eh bien, on n'aurait pas identifié des sorties de secours, il n'y aurait pas d'extincteurs, on ne serait pas tous prêts à réagir. Donc en fait, si les pompiers arrivent, qu'est-ce qui se passerait? Le feu n'étant pas certain, bien sûr, mais il est probable. Donc c'est-à-dire que s'il y a un feu, et qu'on a tous entendu parler un peu à l'école de comment réagir en cas de feu, on va pas rester pointé là, sauter de partout, on sait qu'il faut se mettre plutôt bas et s'organiser entre nous, on sait qu'il faut prendre l'extincteur à tel niveau, etc., etc. Donc en fait, la meilleure manière, encore une fois, d'éviter la catastrophe, c'est d'y être prêt, pour que comme ça, si elle advient, eh bien, on ne panique pas, mais on arrive à coopérer. Donc c'est plus anticiper une peur aussi. Donc il y a plein de choses sur la peur. Et une dernière chose, peut-être, ça fait 2 fois déjà que j'ai la dernière chose, je sais. Mais j'adore ce sujet. C'est sur l'idée que ça créerait une paralysie. En fait, pour moi, c'est pas du tout vrai. Parce que ce qui crée une paralysie, c'est quand on la relègue dans l'intime. Toutes les émotions, dans motion, et même dans le mot latin, en fait, et même en anglais, on voit motion, et c'est le mouvement. Une émotion, c'est un sentiment, c'est une réaction de notre corps qui nous met en mouvement. Si, quand une voiture me fonce on a beaucoup de métaphores de la voiture, vraiment, c'est pas un nom comme ça. Si une voiture nous fonce, je me rends compte, c'est très bizarre. Si une voiture nous fonce dessus, nous fonce dessus très vite, et qu'on n'a pas peur, en fait, on risque de rester planté là et de se faire écraser. Et donc, en fait, la peur, c'est ce qui va nous créer une fuite. Et là, en l'occurrence, c'est toute l'idée de la bifurcation. Il y a des fuites qui nous sauvent. C'est la fuite d'Antigone, c'est l'idée de refuser une direction du monde qui est honteuse. Donc il faut qu'on se casse en fait. C'est le Adèle qui dit on se lève et on se casse. Il y a ce truc-là de dire bah là non, là on va fuir ce que vous nous proposez. Et donc ce mouvement-là, en fait, créé par la peur, il peut être beau à condition qu'il soit collectif et politique. En tout cas, c'est l'idée que j'en ai pour l'instant. Mais donc ça veut dire ne pas reléguer ça dans l'intime, ne pas dire il faut pas avoir peur, il faut pas faire peur. Mais en réalité, bien sûr qu'on a tous peur. Si on ouvre les yeux, même autour de nous, on voit comment nos campagnes elles changent, on voit comment notre quotidien il est différent, on voit les étés, on voit. Donc bien sûr que ça crée une émotion chez nous. Et donc soit on décide de l'ignorer, donc de la garder dans l'intime et de vivre bien seul avec nos petites angoisses là qu'on ne sait pas identifier. Et là oui, ça crée de l'inertie, parce que pour survivre à ça, il faut faire ce qu'on appelle en neurologie, il parle en psychologie pardon plutôt, il parle d'un masque rose qu'on va mettre sur la réalité pour continuer à supporter quelque chose qui est précisément insupportable. Ça crée cette dissonance cognitive. Donc soit on a cette voie-là, soit on décide de faire de la peur autre chose, c'est-à-dire quelque chose de collectif, c'est-à-dire un outil puissant pour se dire bah, vous aussi vous avez peur, ok, cool, ça veut dire qu'on est plutôt sain. Dans un monde malade, c'est plutôt sain de s'inquiéter de ce qui se passe. Donc par contre, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de cette peur? Comment est-ce que de cette peur, on va agir sur l'objet de cette peur? Donc voilà, moi je sais ce qui me fait peur, mais c'est en rien irrémédiable, on n'est pas condamné à ce qui nous arrive. Et donc on va aller chercher dessus et travailler, et s'organiser, faire la révolution, tout ça. Voilà. Et dans ce que tu partages aussi, il y a la question du traitement médiatique de cette peur-là. Et il y a un passage au début de ton livre qui nous a marqué, c'est aussi ce moment où quelques minutes avant un passage en plateau, il y a une journaliste qui te demande surtout de ne pas trop faire peur. Et donc ça pose cet enjeu-là de comment les médias ils arrivent à légitimer ou non une peur qu'on peut ressentir face à un sujet.
Bien sûr, c'est drôle parce que autre chose, voilà, petit kiff d'autrice, c'est que y a des sujets sur lesquels on imagine vraiment que c'est hyper intéressant et qu'on a découvert un truc incroyable dont tout le monde va parler. Il n'y en a aucune question dessus. C'est un non-événement. Typiquement, moi j'ai un passage sur la santé que j'adore, mais que je crois qu'il n'était absolument pas clair. Personne ne m'en a jamais parlé de ce truc-là. Et à l'inverse, ça c'était très anecdotique pour moi, parce que pour moi c'était normal. Enfin, ça m'arrive tellement souvent que je ne voyais pas ça comme quelque chose de notable, quoi. Et donc ça me fait rire que ça devienne un objet de curiosité. Mais oui, c'est courant. Enfin, c'est pas courant. Alors maintenant que je l'écris, ceux qui ont lu mon livre, forcément, ils font des blagues méta en disant je te dis pas de pas faire peur, mais quand même fais pas peur parce que. Enfin, donc voilà. Mais c'est plutôt l'idée de dire, de s'enfermer dans cette idée de la solution. Là-dessus, si vous avez le temps, ça dure, je pense, 1 heure, 1 heure et demie. Il y a une super discussion croisée, un festival de livres qu'on avait fait. Il me semble que c'était à Livre en Marche à Chambéry. C'est en ligne, c'est pour ça que je dis ça. Je ne pouvais pas remonter dans le temps à Chambéry, mais c'est en ligne et c'est une discussion croisée entre Aurélien Barraud et Pablo Servigne, encore, et qui parle de solutions. Et qui dit arrêtez de nous emmerder avec ces solutions. Non pas parce qu'on adore vivre dans un monde sans solution, mais c'est juste parce qu'on fait croire qu'il y aurait une liste de 10 points à faire pour sauver le monde et qu'une fois que c'est fait, merci, au revoir, on peut passer à autre chose. Et qu'en fait, il s'agit de, non pas dire aux gens, voilà la solution qu'il faudrait que vous fassiez, mais plutôt de dire, voilà comment est-ce qu'on doit commencer par se poser les bonnes questions. Et donc, réarmer intellectuellement, en fait, les gens, pour le coup. À défaut de le faire démographiquement, le faire déjà intellectuellement et se dire, on va être en capacité d'habiter différemment le monde. Et donc ça demande de la complexité, ça demande tout un tas de choses qui médiatiquement est rarement prêt en fait. Ça veut dire qu'il faut sortir de ce qu'ils pensent être la neutralité journalistique, qui fait qu'ils nous mettent tout le temps, alors qu'on parle d'un consensus scientifique, ils nous mettent face à des gens qui sont... Il y a une personne qui dit « je suis pas très sûre quand même », ils vont mettre cette personne en contradiction face à un consensus global de scientifiques qui, eux, disent bien que ça ne va pas. Et donc, en fait, on en est encore là, vraiment. Mais je sais pas si on se rend compte, parce que là, je sais que vous êtes... je suis avec des gens très concernés, éduqués sur le sujet et tout ça. Mais en fait, quand on dézoome, on en est encore vraiment... Il y a des émissions qui sont lunaires. La manière dont est traitée l'information, on est vraiment minoritaire. Et donc, en fait, on en est encore au moment où il faut que ça passe bien, quoi. Et on va mettre... Ou alors, soit ça passe bien, soit ça buzz. C'est ça, c'est ce qui t'intéresse. C'est-à-dire que je peux être un peu comme ça, mais dans ce cas, il faut que je sois énervée. Et du coup, il faut que j'attaque, il faut que je réponde par une pique. Parce que comme ça, au moins, ça leur fait de l'audience, à défaut d'intéresser sur le fond. Mais là, c'est pas cynique, hein, ce que je dis. C'est vraiment c'est la manière dont fonctionne aussi l'audiovisuel, le fait qu'on n'a plus la redevance, qu'ils ont besoin d'audience. Enfin, c'est un vrai problème de la démocratie, pour le coup. D'où, je crois, l'importance aussi de soutenir, c'était pas la question, mais plus j'avance, plus là je me dis qu'on a vraiment besoin de ça maintenant. De la presse indépendante aussi, qui a cette capacité à aller vraiment sur le terrain, à raconter réellement nos histoires, parce que c'est là que ça se joue, quoi. Je sais pas si tout le monde a été militante, mais on a tous vécu, sur toutes les luttes en fait, cette sensation trop bizarre, pour vous donner une idée, d'avoir... quand on passe une journée et qu'après on le raconte son copain ou sa copine le soir, on dit voilà j'ai vécu ça, c'est ça. Là c'est comme si en fait on vivait cette journée, mais que quand on rentrait, la personne était déjà au courant de notre journée, mais pas du tout de la bonne manière. Et en fait avait exactement eu un récit d'une personne qui n'était pas là, puisqu'elle n'a pas vécu une autre journée, mais qui lui raconte une vision totalement biaisée. Donc la personne qu'on retrouve le soir arrive avec plein d'idées préconçues. Je sais pas si c'est clair cette idée, mais c'est vraiment l'impression de ce que je vis quand on est dans des luttes des fois. On dit mais c'est pas possible qu'ils inventent des trucs pareils. Je crois que c'était je crois que c'était pour la 69 qu'ils avaient inventé qu'on avait fait des attaques de drones groupées et tout. C'était bon, ouais. Ça c'est trop marrant. En fait là je me suis dit là c'était repris par le Premier ministre quand même. Donc c'est quand même ministre de l'Intérieur, pardon. C'est quand même se dire que ils vivent dans un monde tel qu'ils se disent que ça va passer, de dire médiatiquement que des militants écolos ont 3000 à peu près euros par drone à dépenser fois 150 drones pour coordonner des attaques. Enfin, c'est tellement loin de la réalité que c'est une anecdote, mais pour dire qu'on a vraiment besoin aussi de contre-récits et que ça joue dans la presse indépendante, et pour qu'elle puisse venir aussi sur place, on a besoin de la soutenir, quoi. Bah, je prends le micro. Enfin,
ça fait penser à... Alors je reparle de cette autre rencontre qui aura lieu, mais c'est aussi tout l'enjeu du livre sur Sainte-Soline, de se réapproprier nos récits, nos vécus, et notamment sur le traitement médiatique qui en est fait, et sur les mensonges d'État qui sont faits. Et notamment sur cette question d'impuissance, il y aurait donc cette impuissance qui serait donc individuelle, enfin ce dont tu viens de parler, et aussi toute une impuissance qui est aussi, ce que tu dis, un choix politique. Et ça, c'est l'autre versant de l'impuissance, et c'est celle qui est orchestrée, encadrée, et par exemple, il y a un long passage dans ton livre où tu documentes de façon méthodique comment Total Energy a noyauté plein de la recherche, l'enseignement, l'art, voilà, exactement. Et voilà, donc peut-être aussi déjouer cette impuissance-là, et donc sur les universités, ce serait refuser le financement. Il y a plein d'autres pistes, j'imagine. Peut-être tu peux parler un peu de ça, sur ce passage-là de... En fait, là, pour tout vous dire, je pensais que c'est naïvement, mais que c'était quelques industries, en fait. C'est-à-dire que par exemple, je faisais le parallèle avec l'industrie du tabac. Donc, je ne sais pas si tout le monde a en tête l'industrie du tabac. Très rapidement, en gros, il y a le moment de... Ils mettent une substance sur le marché, ou ils mettent une cigarette sur... Enfin, pour le coup, c'est quoi? C'est pas un outil, c'est un produit, on pourrait dire, une cigarette, c'est un produit. Un produit sur le marché, ou le pétrole, ils inventent en gros une nouvelle chose, quoi. Ils sont au courant de soit la toxicité, soit la dangerosité potentielle à long terme ou réelle déjà à court terme de cette chose-là. Ils ont les documents internes de leurs scientifiques. En fait, ils n'ont même pas besoin de payer des faux scientifiques. Tout ça, c'est que c'est tout à fait normal. Quand on commence une entreprise, on a envie des aussi grosses industries, on se renseigne pour savoir combien de temps on va pouvoir faire du profit. Donc on analyse en gros, voilà, on analyse ce qui va se passer. En gros, est-ce qu'on va encore avoir des ressources? Qu'est-ce qui va se passer dans 5, 10, 100 ans? Et donc ils sont les premiers à avoir les données. C'est le cas de l'industrie fossile, c'est le cas de l'industrie du tabac, sur la toxicité ou sur la dangerosité de l'extractivisme. Et en fait, ce qu'ils décident de faire à ce moment-là, et c'est ça qui est assez terrifiant, c'est qu'au lieu de se dire, pas ouf quand même, potentiellement on tue des gens ou on met en danger une bonne partie de l'humanité pour ce qui est du pétrole, eh bien ils décident de faire ce qu'on appelle la fabrique du doute. Donc il y a tout un tas de méthodes pour fabriquer du doute. La première, c'est de créer du dissensus. Sur les cigarettes, il y avait un truc pas mal, c'est que quand ça commence à se voir, donc au tout début quand même, dites-vous qu'à l'époque de ma grand-mère, il y avait des pubs qui disaient que c'était bon pour la santé de fumer. Moi ça me paraît fou quand on dit ça, mais si, apparemment ça existait. Et une fois qu'on se dit ça commence un peu à se voir, ce truc c'est pas fou, qu'est-ce qu'ils font? Très pratique, ils disent oui, c'est vrai, c'est pas génial pour la santé, mais tout donne le cancer du poumon. Regardez, par exemple, il y a plein d'études qu'on a financées, certes, et qui ne disent pas n'importe quoi, qui c'est des vraies recherches avec des vrais chercheurs, mais qui montrent que c'était la peinture blanche, une certaine substance, j'ai oublié le nom, dans la peinture blanche, qui donnait aussi le cancer du poumon. Donc ce que ça crée, c'était l'idée de dire, écoutez, tout donne le cancer du poumon, il faut bien mourir de quelque chose. Donc en fait on crée, vous voyez, on fait ça, ils ont fait la même chose sur les néonicotinoïdes, ils ont fait la même chose sur l'industrie fossile. Ça c'est mon analyse, c'est mon parallèle en tout cas. Mais c'est, à mon sens, là ils font ça sur la technologie, sur le technosolutionnisme. En gros en disant, ok, le dérèglement climatique il existe vraiment, on a financé massivement, on a inventé le climato-scepticisme. On rappelle quand même que c'est pas un truc, c'est pas une opinion, le climato-scepticisme, c'est une invention, vraiment. Ensuite ils ont détourné pour le coup l'action en créant l'empreinte carbone. Je dis pas que c'est un mauvais outil, hein, ça peut être utile, mais juste quand même se rappeler l'intention, d'où est positionné le savoir. L'empreinte carbone a été inventée par BP, un géant de l'industrie. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme la peinture dans les murs blancs, c'est-à-dire qu'on se dit, c'est pas nous le problème, c'est vous qui achetez des avocats qui viennent de trop loin, c'est vous qui ne prenez pas assez le vélo, c'est vous qui... Donc en fait, on individualise la faute et la culpabilité. Ça veut pas dire que c'est pas vrai, c'est vrai qu'on devrait plus prendre le vélo ou plus faire ces petits gestes-là, bien sûr. Mais sauf que les proportions sont quand même pas les mêmes, la responsabilité n'est pas tout à fait la même non plus. Donc ils détournent comme ça leur responsabilité. Et plus on avance, plus en fait je trouve ça fascinant de voir les liens qu'il y avait, y compris les liens de vraies personnes qui ont existé. Je parle de l'histoire de Edward Bernays, qui est l'inventeur de ce qu'on appelle le spin aux États-Unis, qui était le neveu de Freud, quand même classe.
et qui donc traînait un peu avec tous les psychanalystes de l'époque et tout, qui lui a vraiment utilisé et été au début de l'idée de marketing, quoi, et de se dire comment est-ce qu'on va faire naître des besoins chez les gens en leur faisant penser que c'est leurs besoins et qu'on ne fait que y répondre. C'est super puissant. Donc voilà, je pourrais partir longtemps là-dedans parce que ça me fascine, mais la nouveauté, c'est que du coup, je me suis pris de passion pour un autre sujet, qui est les polluants éternels. Et en fait, je posais la question à une grande journaliste sur le sujet, qui s'appelle Stéphane Aurel, au Monde, au service Enquête du Monde. Et elle me disait, tu sais Camille, j'ai posé la question à des historiens de ces grands industriels, en leur disant, est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire, à un moment donné où des industriels étaient au courant de la toxicité d'un de leurs produits, d'une substance, et qui ont décidé de la retirer du marché, d'eux-mêmes. Et c'est pas des militants comme moi qui vous le disent, c'est des historiens, chercheurs sur le sujet. Elle me dit, ils sont restés dans un silence béant avant de dire on n'a aucun exemple. On n'a aucun exemple. En fait, c'est un mode opératoire. Donc là, je parle de Total, on pourrait très bien parler de l'industrie chimique sur laquelle je travaille en ce moment, et c'est encore plus flippant, en réalité, je trouve. L'industrie du tabac, c'est la même chose. En fait, c'est que c'est pas que c'est des grands méchants comme ça qui gèrent le truc, mais c'est que eux, ils ne pensent pas de notre côté, c'est-à-dire qu'ils mettent des substances sur le marché, et c'est à nous qui est la charge de la preuve. C'est ça qui vraiment est à l'envers pour moi, c'est que c'est à nous de prouver que cette chose est toxique, que cette chose est dangereuse, ce qui prend déjà très longtemps, il faut qu'il y ait de la recherche, et ensuite on doit faire en sorte que les régulateurs l'interdisent. C'est quand même énorme ce qui pèse sur nos épaules alors que c'est leurs idées et qu'ils ont créé ce besoin. Donc voilà, c'était un passage pour moi important parce que c'était pour répondre à tout ce qu'on nous disait de... oui, mais ils sont quand même vachement sympas parce que sans eux, on pourrait rien faire. Et moi, ça mettait beaucoup en colère cet argument parce que je le voyais dans une partie de mon activisme qui est de faire du lobbying dans les sphères au Parlement, là en ce moment français ou européen ou tout ça, où en fait je vois que c'est très faux. Ils sont là. Enfin là c'est filmé, du coup c'est dommage, j'aurais pu vous faire une petite anecdote, mais il y a des à chaque fois qu'on travaille sur les sujets, ils sont très organisés en fait pour contrer les décisions qui pourraient aller dans le bon sens. L'industrie, c'est très documenté sur l'industrie fossile en fait, comment est-ce qu'ils essayent de détricoter toutes les lois qui pourraient être un peu ambitieuses 3 minutes et faire en sorte que on ait des alternatives, qu'on finance les alternatives. Sur l'agriculture c'est la même chose. Donc faut quand même pas oublier que ces grandes industries-là, elles ne font pas que répondre à des besoins, elles sont aussi, c'est pas que des acteurs économiques, c'est aussi vraiment des acteurs politiques. Et que si on veut pouvoir nous s'y attaquer avec hauteur et courage, il faut qu'on puisse être conscient du poids qu'ils représentent. Je vous dis que je fais des réponses courtes, c'est très faux. Mais on est là pour ça. Peut-être rappeler qu'il y a le documentaire dont tu parles qui vient de sortir sur YouTube, c'est ça, sur les PFO, les PFAS. Tout le monde en avait déjà entendu parler à fond ou pas? Vous êtes à peu près ici. Moi non, sachez que j'ai couvert le sujet il y a 2 mois. Mais moi je ne sais pas, je veux bien savoir ce que c'est. Je l'ai payé très cher pour qu'elle pose cette question. Du coup c'est la bière, tu m'as dit, elle t'attend au bar. Non mais je sais que le but c'est pas de vous faire de la promo sur ça, mais c'est juste qu'on fait voter une loi dans très peu de jours, jeudi prochain, et c'est juste que c'est hallucinant. C'est vraiment c'est la seule molécule chimique qui a été inventée par l'homme, qui a la capacité d'être indestructible. Donc il faut imaginer, les enfants, un collier. Là vous avez un collier et il y a une perle de fluor, une perle de carbone. Et après, on peut mettre plein de perles différentes. Mais il y a quand même toujours cette perle rouge, cette perle bleue. Et ils ont inventé ça par hasard. C'est des chimistes qui faisaient de la recherche dans leur labo en 1938 aux États-Unis. Et ils essaient de refroidir ce qu'on appelle de la neige carbonique avec du fluor. Ils découvrent cette chose folle. Ils décident de l'utiliser dans le projet Manhattan, donc c'est pour la bombe atomique. Et ensuite, ça sert de revêtement dans les chars de l'armée américaine. Parce que ça a cette capacité à être persistant. Donc c'est fou, c'est incroyable d'un point de vue de la chimie. Sauf que ce qui se passe, c'est que puisque c'est persistant, en fait, notre corps l'accumule, c'est bioaccumulable, et ne s'en défait jamais. Donc c'est pour toujours, c'est pour ça qu'on appelle les polluants éternels, dans l'eau, dans les sols et dans nos corps. Et la toxicité de ces molécules-là commence à être étudiée, et c'est même le Centre international de recherche sur le cancer, donc vraiment des gens un peu sérieux quand même, qui ont classé le PFOA, une de ces substances, comme cancérigène certain.
Donc nous on a commencé à ouvrir un peu cette boîte de Pandore et à se rendre compte qu'il y avait tout un tas de maladies, toute une énorme possible toxicité, par exemple sur la reproduction, on dit que c'est reprotoxique, sur la réponse immunitaire, donc même à très très faible dose dans notre corps, ça a des conséquences très très grandes et il se passe rien. C'est-à-dire que il n'y a aucune réponse réelle de la part des pouvoirs publics, alors qu'en fait on est tous contaminés à cette substance, on sait qu'elle est toxique, on pourrait faire sans. Dans beaucoup d'usages, en fait, c'est partout. Ça a commencé dans les chars et ça arrivait jusque dans nos poêles à frire. Alors, ok, il y en a qui vont me dire on a besoin pour les fusées ou pour quelques usages. On peut peut-être en garder 2-3 si vraiment vous voulez, mais pour une immense majorité, il y en a dans les cordes de guitare, il y en a dans les vestes Gore-Tex, dans les lentilles de contact. Il y en a absolument partout. Et je crois qu'entre avoir une poêle qui est en inox, qui accroche un peu quand on fait des œufs au plat, et mourir de cancer, peut-être, en tant que société, on pourrait faire un choix qui me semble un peu plus grand. Mais bon, c'est en bonne voie si vous nous aidez pour que ça marche dans les semaines prochaines. Pour revenir un peu à cette chose qui nous est assez chère aussi de l'action collective, il y a un passage qu'on aimerait bien te faire lire avant de poser la question. C'est le tout début en fait et c'est sur le sentiment de puissance, tu sais, enfin tout ça. C'est vrai que j'ai fait cet exercice car il est sorti en livre audio et ne faites jamais ça, c'est horrible. C'est comme si on relit son journal intime de quand on était petit, on se sent nul et débile. C'est con, mais tu te dis mais j'ai vraiment écrit ça, mais c'est pas possible. Il est super bien. Donc c'est vraiment, je déteste l'exercice mais c'est bon. La voie de l'engagement est sinueuse et les activistes sont des funambules. Nous sommes nombreux sur le fil à avoir peur du vide. Le vent souffle fort là-haut. J'en tremble souvent. Et je n'ai aucune idée du côté où sera la chute. Personne ne sait si, grâce à nos actions et nos révoltes, nous allons effectivement changer l'histoire. Ni même quelle sera la fin que l'on prédit. Mais je suis sûre d'une chose. Les espaces de lutte créent ces moments de puissance, toujours collective, qui sonnent un peu moins faux que le reste de la musique du monde. Dans les rues, sur les ronds-points, sur la plus grande mine de charbon à ciel ouvert d'Allemagne, ou devant le siège du géant pétrolier français, ces instants où nous sommes nombreux à nous battre, non pas parce que nous avons la garantie de gagner, mais simplement parce que c'est juste. Tout y réside. La puissance que j'invoque ici n'est pas celle qui écrase d'autres. Elle n'est en rien domination. C'est justement celle qui permet d'en sortir. La puissance, celle que je la définis, est éminemment collective. Elle est soulèvement contre l'accaparement de la puissance par ceux qui condamnent les autres. Face au pouvoir qui étouffe, le soulèvement libère, et c'est en cela qu'il est puissant, d'une façon aussi intime que collective. Ces moments de lutte sont des éclats de paix au milieu du chaos du monde. Et comme nous, on a vécu une petite victoire récemment à la 69. On s'est dit qu'il devait y avoir aussi pour toi des victoires qui ont, dans ces luttes-là, des victoires qui ont dû être marquantes peut-être, et que en parler, c'est aussi faire en sorte que d'autres adviennent, il me semble. Et est-ce qu'il y a des luttes pour toi comme ça marquantes, victorieuses? Plein. Bah, évidemment celle de la 69, mais je pense que je vais pas à vous raconter car vous êtes là, donc vous connaissez même, je pense, mieux que moi le sujet. Mais ça, c'est vrai que c'est complètement fou quand même comme histoire. Je trouve ça incroyable. Ça donne énormément de force à plein d'autres luttes en fait. Et nous, il y a celle sur les fonds marins. J'en ai déjà pas mal parlé, mais elle me tient à cœur parce que c'est tellement énorme. L'enjeu, c'était quand même une nouvelle industrie, quoi. C'est-à-dire qu'ils voulaient carrément créer une nouvelle industrie. Donc c'est d'aller chercher des minerais dans les fonds marins. Et voilà, et ça a été non sans beaucoup de batailles, de temps longs et de négociations et tout ça. Et de rapports de force, en réalité, surtout, c'est ça qui s'est passé. Mais on a réussi à protéger, pour l'instant, les fonds marins français et ceux de 24 autres pays et potentiellement ceux de l'Arctique, c'est en train d'avancer. Et j'ai trouvé ça très très beau de voir la chose qui me bouleversait moi à ce moment-là, c'est de voir
collaboration entre les activistes de partout dans le monde, quoi. C'est ça qui était fou. C'est qu'on était là, on parlait avec des gens qui étaient dans les îles du Pacifique, dans les petites îles du Pacifique, et qui disaient, mais nous, ok, vous me parlez du fait que c'est pas bien pour la biologie marine, c'est vrai. Vous me parlez du fait que c'est dévastateur pour le carbone qui est séquestré dans les fonds marins et tout. Mais juste, nos dieux, culturellement, viennent des fonds marins. Donc à un moment donné, en fait, vous vous attaquez à l'essence même de notre histoire. Si vous allez racler cet endroit-là, en fait, vous nous faites disparaître, mais de la manière la plus violente qui soit. Et ça a été super éclairant pour moi de passer aussi du temps avec des activistes qui avaient d'autres cultures, d'autres perspectives, et de se rendre compte que, en fait, ce qui était assez rassurant, c'est que quand ça s'alignait, quoi, quand c'était une idée de merde pour les animaux, c'était aussi une idée de merde pour les peuples autochtones, c'était aussi une idée de merde pour le climat et pour les dominer, quoi, de manière globale. Donc ça, c'était un beau moment, et bientôt on pourra raconter la victoire des polluants éternels, n'est-ce pas? Comment on a fait en sorte que ce soit interdit en France et que ce soit le premier pays qui... Bon, je suis pas encore tout à fait optimiste sur le truc, mais je pense que c'est en train de bien marcher. Et aussi un truc à ne jamais sous-estimer, c'est mais je sais que je leur dis à chaque fois que ça paraît super naïf et bateau, mais c'est vraiment le pouvoir des gens. Sur le terrain, c'est plus à démontrer, et on voit notre capacité d'action quand on bloque une autoroute de se construire, quand on bloque un terrain d'être bétonné, quand on désarme une arme de destruction. Ça, pour le coup, par exemple une bassine, évidemment qu'on voit que c'est concret, que c'est tangible. Mais en fait, il y a aussi une vraie capacité à faire advenir des choses qui ne sont pas encore sur le devant de la scène. Les fonds marins, par exemple, les PFAS, c'était pas le cas. Mais où on arrive assez tôt, on peut faire des alliances avec des scientifiques, et on arrive à inverser des positions. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans ces moments-là, c'est très très puissant parce que ça marche, parce que les gens s'en saisissent. Et qu'il y a quand même un coût réputationnel quand on fait ça pour des entreprises, ou un coût électoral, en fait, tout simplement, pour ceux qui sont au pouvoir, qui fait que quand ils sentent qu'il y a ce truc qui se passe, ça les emmerde quand même, en réalité. Et que donc, il y a vraiment des fois où on arrive à obtenir comme ça des choses qui étaient un peu imprévisibles, mais parce qu'il y a ce sentiment que tout grouille, qu'il y a des gens qui s'activent, qui vont faire des manifs, qui vont même signer des pétitions, les interpeller dans différents endroits. Ils se disent, mais c'est quoi ce sujet que j'entends pas? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Est-ce que vraiment, pendant longtemps, je pourrais être celui qui va assumer de défendre juste des grands industriels? Ça tient pas tout le temps, sur tous les sujets, partout. Donc même si on n'y croit pas trop et que c'est complémentaire toujours de plein d'autres luttes, on a vraiment besoin de vous aussi sur ça, parce qu'on obtient des choses très très concrètes, quoi. Et ça, c'est assez fou. Ce livre, c'est vraiment une... Et attends, pardon, je pense à un truc aussi, parce que... En fait, non mais c'est beaucoup plus intéressant que ce que je viens de dire, je me rends compte. Je crois, c'est sur la question de... Qu'est-ce qu'une victoire? En fait, parce que on se rend pas compte que même s'il y a des choses qu'on va perdre, notre vie sera un éternel échec, on va mourir dans ce qu'on dénonce, enfin, si on est très réaliste. Mais c'est pas moins beau. Non mais moi je trouve ça hyper beau, parce que ce qui se joue n'est pas tant que la victoire que la dignité. Et la victoire, elle est déjà dans le fait qu'on appartient à des gens enfin, en tout cas, je trouve à cette catégorie de personnes qui sont dignes, qui soient capables de se regarder face à un miroir, regarder dans les yeux de leurs enfants, mais aussi face à l'histoire, quoi. Et je donne souvent je citais dans le livre ce passage sur la mine de charbon de Lützerath. Je suis juste allée 2 jours là-bas, on était 35 000 en Allemagne. Évidemment que la mine allait raser ce village de Lützerath, enfin, ça faisait plus aucun doute. Mais quand on arrivait face à cet énorme trou béant, il y avait quelque chose de saisissant. Il y avait 35 000 personnes qui avaient la boule au ventre en même temps, quoi. On a senti dans l'atmosphère ce truc de waouh. Et on s'est dit, en fait, on est là parce que on ne pourrait pas être ailleurs. Et que s'il y a des livres d'histoire qui se font un jour sur ce sujet-là, ils pourront dire, regardez, il y avait 35 000 pélos qui ont refusé la direction du monde, qui ont refusé cette direction honteuse et qui se sont dit, non, ça c'était injuste, ça c'était pas la bonne manière de le faire. Et à chaque fois qu'on embête une autoroute de sphère, je prends cet exemple-là, mais en fait on se rend pas compte du nombre de projets dont on n'entendra jamais parler, mais qui ont été avortés à cause de ça. Parce qu'ils vont se dire, mais le coup de se taper des gars qui mangent plus, des machins, c'est quand même chiant. Ça. Et puis même du retard aussi, parce qu'il faut les payer après les jours de retard surtout. Donc en fait, on crée un coût, on augmente leur coût
de faire ces projets-là. Donc il y a plein de projets dont vous n'imaginez pas, que vous n'entendez absolument pas parler, mais qui n'ont pas lieu, mais qui sont des victoires par nos défaites. Donc ça c'est vraiment un truc à repenser, et aussi à ne pas se dire, parce qu'il y a aussi cette logique qui est en fait assez pensée dans le capitalisme, quoi, de se dire c'est quoi les KPI de votre action, comment est-ce que vous mesurez de l'impact de votre action. En fait juste c'est qu'on n'a pas le choix. Moi sur les fonds marins je me suis pas dit on va réussir à faire interdire une industrie, je me dis juste je ne peux pas faire autrement quand j'ai des biologistes qui me racontent ce qui se passe, donc on va le faire et on va essayer par tous les moyens d'être digne et de retrouver un peu. C'est Corinne Morel-Darleux qui j'espère est en vente à librairie. Elle parle de ça, elle parle de refus de parvenir et de retrouver sa dignité du présent, quoi, de refuser de couler. Donc elles sont là les victoires. En réalité, pour être très honnête, mes moments les plus intenses de joie, de fierté, c'est pas que quand on est au Parlement européen et qu'on a le vote final, c'est aussi vraiment quand on se regarde dans les yeux, qu'on est là, franchement merci d'être toi et de retrouver une place, quoi, de justesse et de justice. Ça c'est des grandes victoires. Bravo. Une parfaite transition vers ce deuxième passage qui nous a beaucoup marqué aussi. Donc c'est vers la fin du livre, au moment où tu parles des différents moyens d'action et que tu évoques justement cette thématique du refus de parvenir. Et ça nous a fait écho ce passage-là parce qu'il transmet bien une question qui traverse les mouvements progressistes et de gauche, où on peut avoir parfois tendance à opposer les moyens d'action dans une recherche de la pureté militante. Et la façon dont tu en parles nous a touchés. Donc on propose de lire ce deuxième passage. J'ai peur de découvrir mon truc. Ah, okay. C'est sur le bateau. Est-ce que je suis encore d'accord avec moi, c'est ça que je me dis, j'ai vachement d'avis. Ok. Il est facile de voir dans celui qui bifurque une fuite égoïste. Puisqu'on ne parvient pas à changer la direction du bateau, on quitte le navire sur les canaux de sauvetage. Tant pis pour ceux qui y restent. Et pourtant, ce geste est éminemment collectif. Leur fuite nous sauve aussi, d'une certaine façon. C'est qu'il y a de la place sur les canaux. Si on ne parvient pas à changer la direction du navire, pendant que certains continueront de s'affairer jusqu'à la dernière minute à tirer de toute leur force sur le gouvernail, et je ferai sûrement partie de ceux-là, il faut dans le même temps que d'autres montrent qu'ils peuvent prendre de meilleures directions. Par leur fuite, ils nous permettent à nous, qui restons sur le bateau, de convaincre le reste des passagers, et au passage quelques membres de l'équipage, que nous ne sommes en rien condamnés à couler, qu'il peut en être autrement. Qu'on devrait peut-être arracher le plancher du solarium de la première classe pour construire avec des barques de fortune et emprunter aussi cet autre chemin, sans le navire, même s'il nous semblait être la meilleure idée au départ. On était fiers de monter à bord de cette image clinquante du progrès technique, de cette prouesse de la main de l'homme. Peut-être que l'on sera sauvé par de vieilles barques en bois. Ce qui compte, c'est de rejoindre la rive et de cesser de dériver vers les abîmes. Merci. Bon, on aura encore d'autres questions, mais vous aussi sûrement. Du coup, peut-être qu'on va vous passer la parole. Alors, si ça doit terminer sur ça. Allez. Un petit check quand même sur la prise de parole. On est nombreux ce soir. Donc merci de ne pas faire des prises de parole hyper longues, s'il vous plaît. Même si ce sera sûrement intéressant. Et peut-être aussi de la même manière, si vous avez déjà pris la parole, peut-être ne pas la reprendre et laisser toutes les personnes qui le souhaiteraient le faire. Voilà, c'est tout. À vous. On fait tourner un micro. On a un micro sans fil, on va se balader à travers vous. Si vous avez l'habitude de prendre la parole, vous pouvez aussi attendre un petit peu, voir si d'autres personnes se sentent. Si la personne a parlé, je vais dans la merde après moi. Il y a une personne ici. Bonjour, merci. Petite question, parcours militant, parcours activiste. Tu parles d'action sociale et politique.
c'est l'étape d'après au niveau politique. Est-ce qu'il y a des choses, il y a... Voilà. Ouais, et, bah, tu dis que la solution, elle est, et je le partage, hein, qu'elle est politique. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'activisme, il y a beaucoup de lobby, il y a beaucoup de militantisme, donc c'est super. Mais est-ce qu'il y a une étape après? Alors, malheureusement, je vais pas faire de grandes annonces incroyables, je ne vais pas apprendre des choses folles. Parce que pour moi, quand je parle de politique, c'est vraiment la politique au sens large. Quand on prend le mot, le sens politique, c'est la gestion de la cité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on habite le monde. Donc ce qu'on fait est très politique. Hein. Pour moi, la manière dont je la définis largement, c'est la différence entre le politique et la politique, c'est que c'est vraiment ce qu'on fait est très politique. On essaie de changer la manière dont on habite ce monde-là. On a totalement besoin d'alliés, et c'est le cas en réalité là typiquement aujourd'hui en venant, parce que sur ces lois-là, on a besoin d'alliés qui soient capables d'être sérieux, ambitieux. Souvent je dis lucide et courageux. Moi, c'est les deux qualités qui doivent être un cap, quoi. D'être lucide, digne et courageux. Et donc on a besoin de ces alliés-là. Simplement, moi, ça m'excite très peu de faire ça. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, si un jour je me dis Camille, là tu n'y vas pas par lâcheté, parce que c'est pas ce qui t'excite et que t'as un peu la flemme et que dans ce cas c'est lâche pour tes idées, bah je le ferai. Mais là, honnêtement, le plus sincèrement du monde, je pense que je suis beaucoup plus pertinente et puissante et que je peux faire advenir bien mieux mes idées à l'extérieur. Et c'est encore une fois, c'est un à l'extérieur qui fait que cette semaine je suis toujours à l'Assemblée nationale, donc on n'est pas sur un extérieur très très extérieur non plus, hein. Mais qui me permet de pouvoir parler avec des gens qui vont pas forcément parler s'il y a une étiquette politique. Alors ils se doutent bien de quel bord je suis, mais ça permet une plus grande liberté aussi. Ça permet une deuxième chose qui correspond beaucoup mieux à ma personnalité, assez obsessionnelle, c'est-à-dire de pouvoir me plonger dans un sujet réellement. Et quand je vois des gens qui sont députés ou autres, en fait ils ont quand même ce truc de devoir pour le coup gérer les affaires de la cité. Donc il y a toutes les petites polémiques internes entre des trucs de groupe. Il y a voter des lois sur des sujets dont on n'a un peu rien à faire, mais il faut quand même qu'on se renseigne dessus parce que c'est le truc. Donc en fait, ça, heureusement qu'ils le font, hein, je dis pas le sujet. Mais ce qui fait que ça laisse très très peu de temps, en réalité, pour la formation, pour la réflexion de long terme, pour la vision, et aussi pour quelque chose qui me semble éminemment important, c'est-à-dire pour reprendre le pouvoir sur le temps politique. Et ça d'ailleurs, c'est un livre de Geoffroy de Laganerie qui dit c'est pour sortir de notre impuissance politique, je crois. Et qui explique ça. Il dit en fait le problème aussi c'est que quand on n'est que dans l'appareil politique, on est toujours condamné à être en réaction. Là typiquement il y a une niche une fois par an, quand on est dans l'opposition, c'est la niche des écolos le jeudi. Ils ont une fois par an, ils peuvent proposer des sujets. Tout le reste du temps, ils doivent qu'être en réaction à des sujets qu'on leur impose. Et quel sujet en plus en ce moment, c'est vraiment pas très joyeux. Donc en fait les moments sur lesquels on peut réellement faire avancer des choses, qui sont des idées qui nous semblent passer sous le radar, très dangereuses, importantes, ils sont extrêmement réduits et c'est pas nous qui les choisissons. Moi ce que j'adore dans ce que je fais, c'est que je me dis, je me prends de passion pour les fonds marins. Tout le monde en a rien à faire globalement, je veux dire il y a plein de gens qui attendent ça, mais globalement c'est pas un sujet, et ben on va en faire un sujet et on va passer un mois à comprendre vraiment le truc, ensuite on va aller rencontrer des experts sur le sujet, on va aller passer du temps sur le terrain, on va faire en sorte que ce soit un sujet qui s'impose et auquel eux vont devoir répondre. Donc je sais pas si c'est très clair, mais moi c'est ça que j'aime le plus, parce que là par exemple sur les polluants éternels, pendant 2 mois on était dans un vortex où je sais que moi ça m'a fasciné de pouvoir aller rencontrer les habitants à côté des usines, dans la vallée de la chimie, de passer du temps avec des scientifiques de Harvard, en même temps de parler à des gars de la CGT de ces boîtes-là, et une fois qu'on est prêt, et ben on se dit ok, là on va imposer le fait qu'ils vont devoir parler de ce truc-là. Donc voilà, moi c'est pas ce que je préfère. Après, la logique de parti, tout ça, c'est vraiment pas un endroit dans lequel je pense que je garderai la vitalité de ce que je sais faire de mieux. Mais encore une fois, on a vraiment besoin d'aller. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire. Et s'il y a des gens qui le sentent, allez-y gaiement. On a besoin de gens intelligents qui soient des alliés à l'intérieur. Juste, c'est pas ce que j'ai envie de faire maintenant. Merci. On a une autre question dans la salle, juste derrière moi. C'est pas vraiment une question, c'est une réflexion. En fait, je suis un petit peu gênée par la manière dont tu présentes le combat sur les PFAS. C'est un terme moderne. Je pense que si tu avais parlé tout de suite des PFOA,
il y avait un bon tiers du public qui savait de quoi on parlait. C'est pas un sujet récent. On a évoqué le film des années 2000 à Dark Waters. Il y a déjà des actions qui ont été menées et c'est connu. Et du coup, ça ramène au fait que ce sont des combats éternels qu'il faut toujours remettre sur le devant de la scène. Alors peut-être en changeant les termes pour justement créer une nouveauté. C'est la même chose. Alors non, c'est pour ça. Pour le coup, je fais attention aux mots que j'emploie, donc j'ai pas utilisé PFOA parce que PFOA c'est un des PFAS. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le film de 2019, donc comme assez récent, ils ont réussi à faire interdire, c'est-à-dire quelqu'un qu'on a interviewé dans nos documentaires, parce qu'on fait attention à faire en sorte de rendre hommage à ceux qui se battaient avant nous. Donc si vous le regardez, vous verrez qu'on commence par ce monsieur-là, qui est le premier à avoir mis la main. C'est assez fou l'histoire. En fait, c'est un avocat américain qui travaillait, lui, pour l'industrie. Et il y a sa grand-mère qui vient la voir et qui lui dit « Mais j'ai un ami qui est agriculteur et ses vaches sont malades. Ses vaches deviennent un peu folles, elles ont le dents noires, c'est bizarre, tu devrais aller voir. » Et donc le gars dit « Mais moi je travaille pour l'industrie, qu'est-ce que tu veux ?» Mais vu que c'est sa grand-mère et tout, bref, il se débrouille, il finit par avoir ce gars entre les pattes et à aller creuser. Et il met la main sur un scandale d'État qui est justement l'utilisation du PFOA, en effet. Il met le main sur ce truc-là, il passe 20 ans à réussir à faire reconnaître la toxicité de ça, à faire des tests de prise de sang à tout le monde et tout ça, et à faire interdire le PFOA, qui est interdit en France, en Europe, même depuis 2020. Mais les PFAS, c'est les polluants éternels, c'est la famille de la molécule. Et ça, il y en a plus de 14 000 connus. Donc le PFOA, c'est juste un des 14 000. Et la subtilité à comprendre qui est fascinante, c'est que là, c'est l'argument de Tefal qui est de dire, bah regardez, on a vu, il y a le truc de PFOA dans nos poils, bon bah on l'a interdit. Donc quand on va voir les poils de Tefal, ils mettent en étiquette en disant, on fait sans PFOA, c'est bon, on est géniaux, on est hyper engagés et tout pour votre santé. Ce qu'ont fait les industriels, justement parce qu'on parlait des substances une à une et pas de la famille, c'est que dès qu'il y a un scandale sur une substance, très bien, ils l'interdisent, mais ils ont de l'avance. Et donc ils créent ce qu'on appelle des nouveaux PFAS. Et donc c'est pas le PFOA, là maintenant c'est l'Adona. Il y a eu le PFOS, il y a le PFHXA, il y a le PFTRDA, enfin il y en a 14 000 de connus, et ça aurait été potentiellement beaucoup plus. Et donc en fait, c'est-à-dire qu'ils en ont interdit un, mais c'est pas grave, parce qu'ils ont plein d'avance. Donc en gros, ils changent un tout petit peu la molécule, ils gardent une molécule de fluor, une molécule de carbone, et on va mettre, nous, 20 ans supplémentaires pour prouver la toxicité, faire les recherches, et faire interdire celle-ci. Donc vraiment l'objet, c'est au contraire de montrer que c'est une famille globale et que là ce qu'on a réussi à faire grâce à cet avocat et à tous les gens qui ont travaillé dessus, c'est en faire interdire deux seulement, le PFOA et le PFOS, mais qu'on est loin d'être débarrassé du sujet. La seule manière de le faire ambitieuse, c'est de faire interdire toute la famille des PFAS, dits polluants éternels. Alors, c'est un débat qu'on a souvent. Moi, je discute avec des gens qui ont zéro conscience écologique, ou alors qui sont dans une résignation de dire de toute façon, c'est perdu d'avance. Moi, je me souviens que, on parlait de l'autoroute, mais je me souviens du combat contre le péage de Roc dans les années 90, où pendant plus d'1 an et demi, il y a des gens qui se sont levés tous les matins, qui ont dit non, on ne va pas payer pour aller bosser. Ils étaient très soutenus à l'époque par des agents du service public qui disaient il est hors de question que cet outil public soit privatisé et donné en concession, et qui après, finalement, le péage s'est fait, mais ils ont démonté le péage en disant ok, on peut pas s'y opposer, mais en tout cas, ça sera gratuit. Et donc, quand on parle maintenant à certains jeunes qui disent mais c'est mort, quoi, c'est compliqué de leur expliquer, non, il faut continuer, parce que même si les choses, tu pars du principe que les choses se feront, parce que ces gens-là ont une telle puissance de feu, tellement d'argent, pour justement mener des combats juridiques tellement pointilleux que derrière on s'essouffle, on n'a pas les moyens, mais il ne faut pas leur faciliter la vie pour autant, quoi. Il faut continuer à être là pour les faire chier jusqu'au bout, et puis essayer de retarder aussi. Mais à quel moment on passe dans la légitimation, il faut dire, allez-y, quoi. Et oui, grimpez dans les arbres, et oui, faites des manifestations. À quel moment on peut légitimer ça ? Je sais pas comment la question, je suis désolée. J'essaie de dire d'être réaliste, d'être lucide et courageuse. En fait, c'est ce que c'est à dire. D'être lucide et courageuse, c'est-à-dire d'être lucide sur le fait que oui, c'est pas facile, ce serait mentir de dire ça, je veux pas mentir aux gens.
c'est pas évident et on va perdre beaucoup parce qu'on se bat contre des adversaires qui sont plus puissants que nous. En revanche, on peut faire advenir l'imprévisible. Et c'est ce que j'essaie de dire quand je rappelais qu'on a vraiment besoin de vous, parce qu'il y a des moments où il se passe des trucs où franchement on s'y attend pas du tout, mais on finit par gagner, ce qui n'a aucun sens, mais on est là, wow, bah génial, ok. Ça arrive. Donc c'est pour ça que ça arrive, et en plus de ce que j'essaie de rappeler sur la question de la victoire, c'est que même quand ça n'arrive pas, en fait, on est digne, et que ça me semble être même suffisant pour mener sa vie, d'aller chercher sa dignité du présent. Juste ici. Est-ce que tu peux rappeler, Camille, le nom du film documentaire qui est accessible du coup gratuitement sur YouTube? Une promo, les pauvres. Ça s'appelle Toxic Bodies, comme les corps toxiques. Bonjour à tous, merci beaucoup de ta présentation, c'est très intéressant. Je m'appelle Léo, j'ai relevé quelques points qui m'ont interrogé. Ça peut être des détails, ça peut être des gros détails. C'est des hypothèses qui sont admises dans la société et que des fois on passe un peu trop vite dessus. Donc ça se présente comme des contradictions, mais qui sont des questions. Vas-y, dis-moi, aucun problème, ça marche. Avec plaisir. Tu viens de dire que nos adversaires étaient plus puissants que nous. Ils sont 1%, on est 99. Je suis pas d'accord. Contradiction acceptée, ça me va. T'as raison, je te l'accorde celle-là. Il faut se donner de la puissance, il faut pas hésiter. Une deuxième contradiction aussi. Ça concerne justement cette idée de se donner de la puissance. Comment est-ce qu'on définit la victoire? Et la victoire, c'est pas simplement de la parole. Hein. Aujourd'hui, en plus, elle est difficile, la parole. La victoire, c'est pas simplement de l'action. La victoire, c'est du résultat. La victoire, c'est de la réalité. Sinon, c'est de la fausse victoire. Nous, on ne va pas se satisfaire de fausses victoires. Je rebondis. Tu parles, tu dis, il n'y a rien d'irrémédiable. Et c'est faux. Notre corps, et à un moment, il a été dit ça, qu'il n'y a rien d'irrémédiable vis-à-vis des choses qu'on doit faire, des projets, etc. La révolte qui vient, et ben, il y a quelque chose qui est irrémédiable, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont irrémédiables. C'est notre santé, c'est la santé de la Terre, et il ne faut pas du tout le sous-estimer, ce côté irrémédiable du durable, parce qu'ils nous vendent du durable, c'est de l'irrémédiable, c'est irréversible, c'est ancré dans notre chair, et juste pour des générations et des générations et des générations. Voilà. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord sur ça aussi. Okay. Je pense que j'utilisais le mot dans un autre contexte pour le coup. Mais je commence mon livre sur les limites planétaires et l'idée de basculement, et donc ce moment justement où on tombe dans quelque chose qui n'est pas juste un pas de plus vers du pire, mais où on enclenche tous les phénomènes de boucles rétroactives et tout ça. Donc c'est un postulat scientifique du départ du livre. Donc je suis bien d'accord avec Lynn. Plutôt pour moi. Dernier point que je peux soumettre à la discussion, c'est le fait de s'approprier des causes qui sont très loin de nous. Donc les plus loin, c'est le fond des océans, en Arctique ou en je sais pas où, alors que nos petites forêts, à quelques centaines de mètres d'ici, sont rasées, et que là-dessus, c'est nos champignons, c'est nos arbres, c'est notre air, c'est notre eau. C'est pas loin, c'est là maintenant. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ouais. L'un n'empêche pas l'autre, et si personne s'occupe, c'est aussi parce qu'il y a une logique de territoire, enfin de frontières, qu'on imagine que personne s'occupe de ces fonds marins. Mais en fait, tu sais pourquoi c'est nous directement qui sommes concernés? C'est parce que c'est des entreprises françaises, avec des banques françaises, avec des assurances européennes, qui vont aller détruire des endroits qui précisément, en effet, ne nous appartiennent pas. Mais donc la responsabilité, elle est aussi sur nos terres. Elle est ceux qui décident, c'est des Français qui vont aller décider de ce qui va se passer dans des îles du Pacifique qui sont en première ligne des conséquences d'un dérèglement climatique qu'elles n'ont même pas elles-mêmes créé. Donc moi je crois vraiment que ça nous appartient parce que c'est la responsabilité des entreprises qui habitent sur nos territoires, qui sont en train de faire n'importe quoi ailleurs. C'est le principe du colonialisme, donc ils ont vraiment de l'eau chaude. Hein. Mais particulièrement sur la question des océans, c'est la Convention de la mer, c'est des eaux internationales. Donc en fait, c'est-à-dire que si personne n'y va, on va dire c'est qui va s'occuper de ces fonds marins-là qui sont en train d'être détruits pour récupérer du minerai qu'on va ensuite utiliser aussi sur notre territoire. Malheureusement, moi je crois que ça n'empêche pas l'autre, ça m'a pas empêché d'être là au maximum que je pouvais, pas assez, mais on a 24 heures de journée, pour être là aussi sur
des luttes plus proches. Mais si personne ne s'occupe de ces choses qui appartiennent à l'international et à tout ça, ben on va laisser les entreprises seules, l'industrie seule, s'en occuper. Et les conséquences, elles sont partout. Elles sont pas juste dans ces fonds marins du bout du monde. J'essaie de rappeler que c'est le CO2 qui pourrait être libéré, en tout cas ça perturbe la fonction de séquestration du carbone en gros. Donc ça veut dire que potentiellement c'est beaucoup plus de CO2 qui vont se retrouver dans l'atmosphère, mais pas beaucoup plus, beaucoup plus, c'est des bombes de carbone, hein. Et ça va impacter le glacier juste à côté de chez moi. Donc je pense que c'est important quand même de le faire, je continuerai à le faire. Ouais, je pense aussi. C'était merci pour cette question parce que ça permet de parler des questions de territoire et c'est trop intéressant. Merci pour ça. Donc merci Camille pour toutes ces actions. Est-ce que tu peux nous dire en quoi on peut vous aider donc For Humans, tu peux peut-être en parler un peu et est-ce que tu as un site ou un fonds sur lequel on peut agir et donner plutôt que de faire des actions. On fait tous, je pense, ici des actions individuelles pour essayer d'aller dans le bon sens. Mais est-ce qu'il y a un moyen de vous aider très concrètement par des dons, Oui, on a bien sûr une plateforme de dons, mais comme plein d'autres assos qui nous permet d'être indépendants. Donc c'est sur Avant l'orage, vous pouvez aller voir ça. Mais c'est vrai que la meilleure manière de s'engager, pour le coup je me contredis, c'est aussi de regarder ce qui se fait autour de nous. Pour le coup, en fait c'est la manière la plus facile. Nous on essaye de rendre accessibles ces luttes qui sont par exemple celles des fonds marins ou celles des polluants éternels qui pour le coup ne s'arrêtent pas à un territoire, mais qui nous touchent tous et toutes parce qu'on arrive tous dans nos corps. Donc on essaie de donner des moyens d'action qui sont au niveau national, international, mais aussi bien sûr le plus puissant c'est de rejoindre, là j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient là, des militants que je reconnais, des amis avec qui on a lutté du coin, donc le meilleur moyen c'est de commencer à s'organiser quoi. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ces rencontres là. Alors vous, j'imagine que là je vois plein de tons de Camille et tout ça, donc on va pas, mais c'est aussi d'essayer de parler à quelqu'un qu'on connaît pas, ça c'est toujours cool. J'essaie de demander ça des fois dans les grandes conférences impersonnelles, de dire organisez-vous entre vous là, ceux qui font partie d'une asso, levez-vous, comme ça tout le monde les identifie, et puis ceux qui se demandent qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je pourrais commencer à m'engager, enfin c'est aussi bête que ça paraît très trivial ce que je vous dis, mais c'est de s'organiser entre voisins, entre gens qui habitent un territoire, on le fait mais jamais assez, et c'est trop bien d'avoir une excuse supplémentaire de pouvoir se retrouver à parler de livres et boire des bières, parce que peut-être il y a une personne qui vient d'arriver, qui vient de débarquer ici ou qui est de passage et qui a envie de pouvoir rejoindre d'autres, donc c'est le moment de le faire. Bonjour tout le monde. Pour rebondir sur la notion de victoire, justement, je trouvais ça intéressant et je me dis que c'est aussi important des fois, même si un projet contre lequel lutte arrive à terme, même si on pourrait considérer ça comme un échec, on a été là. Et je pense que ça c'est important pour soi, pour ceux qui viennent, et aussi se rendre compte que qu'on a un endroit, qu'on y arrive, potentiellement, on y arrive, on est tout seul, dans notre entourage, il n'y a personne qui a pu nous suivre. Mais des fois, on se rend compte qu'on n'est juste pas seul dans notre folie, potentiellement. Et c'est cool d'être fou avec plein de gens autour de nous, c'est beau, et je pense que c'est important déjà. Et ensuite, ça rejoint un peu ta question aussi, par rapport au PFAS. Il me semble que c'est le 4 que ça va être voté. Qu'est-ce qu'on peut faire là, nous, dans l'immédiat? Je sais, je m'en salue. Désolée pour cette prise d'otage. Moi, j'ai plein d'idées, mais je ne veux pas trop vous embêter sur ça. Mais non, mais en vrai, j'adore les doubles réflexions sur la victoire. C'est-à-dire qu'il y a cette question de dignité, de tout ça, mais il y a aussi, en effet, vraiment des résultats, quoi. Et les résultats, ils sont là. Et on arrive à rendre des choses... à protéger réellement pendant longtemps des espaces, des endroits, à empêcher une destruction, tout ça. Donc il y a des vrais résultats. Ah non, ils sont très petits et très insuffisants, on est bien d'accord. Mais il faut aller les chercher, en tout cas. Et ta question est, pardon, comment faire? Eh bien, vendredi, c'est le jour où les députés sont dans leur circonscription. Donc, ça veut dire... Comment? C'est le moment d'aller les embêter. Avec grand plaisir, si vous avez un petit truc à faire vendredi, n'hésitez pas à aller voir, je sais pas qui est le député d'ici. C'est qui le député d'ici? Ah là, c'est vrai que très bien. S'il n'est pas d'accord avec vous, c'est encore mieux d'aller l'embêter. Ça nous arrange, c'est une chance en mode.
Donc ça en fait, c'est vrai que c'est intéressant d'aller les voir dans les circonscriptions et de dire, bah voilà, qu'est-ce que vous comptez faire sur ce sujet? Moi, ça m'inquiète, j'apprends ça, ou je connais ce sujet depuis 20 ans peut-être, mais en tout cas, c'est un truc qui me fait peur et j'aimerais bien savoir ce que vous allez faire parce qu'on commence vraiment à s'inquiéter. En fait, ça paraît, encore une fois, vraiment dérisoire, je sais, mais je vous jure que là, on a en venant des députés qui changent, qui demandent des rendez-vous avec nous, qu'on met en contact avec des scientifiques du CNRS, des toxicologues, des machins. On a des positions entières qui changent de groupe parce qu'ils reçoivent des mails, parce qu'il y a des gens qui viennent les voir dans les circos et qui se disent c'est quoi ce foutraque quoi. Donc voilà, première chose très concrète qu'on peut faire, et nous on a fait une manière d'envoyer des mails, c'est très simple, mais vraiment ça les saoule beaucoup et ils nous écrivent à cause de ça. Donc c'est cool. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avant peut-être? Oui. Bonsoir. Ouais, moi c'est une question, enfin c'est plus un peu plus générale et c'est comme pour refiler une patate chaude parce que c'est une question que je résous pas personnellement tout seul. Tout à l'heure, la personne avant moi parlait de, on a 1% d'ennemis, enfin 1% de gens en face, on est 99%. Et moi il me semble que c'est pas comme ça. Enfin, je parle souvent avec mes grands-parents de ce genre de sujet, la perte de la biodiversité et ainsi de suite. Et ma grand-mère qui venait d'une famille de métayers, ils n'avaient pas l'eau et ainsi de suite, donc évidemment le confort ils s'y sont engouffrés. Et ils ont été une génération où en fait on paraît leur reprocher de ne pas avoir fait attention, enfin moi quand je leur en parle, de ne pas avoir fait attention voilà, à la perte de biodiversité. On parle beaucoup du remembrement aussi avec mes grands-parents qui pensaient déjà que c'était une tragédie à l'époque. Et en fait c'est cette histoire du confort parce que on est des animaux et comme les animaux, quand on les chasse, on cherche le chemin le plus facile qu'ils vont emprunter parce qu'on sait que c'est là qu'on va les attendre. Nous, c'est un peu pareil. On se retrouve, il me semble, dans l'histoire de l'humanité, d'un moment inédit où, évidemment, il y a la question sociale, c'est-à-dire là, les profits records du CAC 40 cette année. Et il y a évidemment quelque chose à faire avec ça, mais il y a aussi à toute une classe moyenne. En France, par exemple, on sait que la classe moyenne, même les plus pauvres, émettent déjà plus de CO2 que ce qu'on devrait si on le dispatchait équitablement sur toute la planète. Il y a cette question de à quel point on va être capable de rogner sur notre confort. Et ça me fait penser au bouquin de Damasio, La Horde du Contrevent. C'est ça en fait. C'est des gens qui remontent le vent, qui refusent de le faire avec leur bateau à voile. Ils décident de le faire en groupe, soudés, et affronter le vent à pied du début à la fin. Donc voilà, je comprends les questions de peur qui peuvent amener à la résignation avec le masque rose, mais il y a aussi cette idée de dire, et je le dis, c'est ce que me disent mes grands-parents, et je leur dis fièrement, non, vous vous trompez, et ainsi de suite, mais je me dis peut-être, est-ce qu'ils n'auraient pas raison, quand ils me disent, en fait, on ne pourra pas demander aux humains de faire un retour arrière sur ça. Voilà, c'est pour avoir un avis. Super chaud ta patate. Moi je suis dans la oui, non, mais c'est tout ce que Après, en vrai, n'hésitez pas à répondre aussi, parce que tout le monde a un avis dessus, hein, au moins aussi intéressant. Donc, si vous voulez vous répondre et ne pas poser des questions, vous avez vu comment j'essaie de me dépatouiller du truc, ouais. Non, je pense que. En tout cas, j'essaie toujours de positionner qui pose cette question, dans le sens où, si on regarde d'un point de vue pragmatique, déjà, il y a une énorme partie, c'est comme les polluants éternels. Il y en a qui vont dire oui, mais dans les pacemakers, on a besoin, je vois très bien, on peut peut-être les garder juste dans 3-4 usages très essentiels qui sont nécessaires à la survie des gens qui ont des problèmes cardiaques. Mais est-ce qu'on en a besoin dans nos poêles à frire, dans nos vestes de pluie Donc en fait, il y a déjà énormément de choses qu'on peut enlever. Et donc déjà ça, c'est juste simplement des gens qui sont pas malades en moins. Donc c'est pas anecdotique. Et donc sur cette question-là aussi, quand on le regarde comme ça, il y a cette idée de dire, demander à ceux qui sont... Il y avait le rapport d'Oxfam qui parlait des 10% les plus riches en France qui étaient responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre du pays. C'est quand même aussi dans ces endroits-là à qui ça va coûter le plus, en fait. Donc eux, ça va leur coûter beaucoup, et à la fin, il reste, bien sûr, il reste aussi des gens où on va devoir laisser une partie de notre confort. Mais la question, c'est est-ce qu'on le choisit ou est-ce qu'on le subit ?
dans tous les cas, ça va arriver. Donc soit on décide de le choisir et de retrouver cette idée de sobriété heureuse et de se rappeler les moments où on est le plus heureux. Parce que c'est pas, enfin, ça paraît très banal, mais si on le pense politiquement, ça peut être intéressant. Et donc c'est se dire comment est-ce que de ça on en fait une force de cette sobriété heureuse. Tu vois, comment est-ce qu'on se dit on l'a choisi et donc on a une meilleure possibilité de s'y préparer aussi. Et quand elle arrive, on ne sera pas en train de seulement de la subir. Donc je dirais ça. Après, c'est mentir de dire que tout sera toujours incroyable, magnifique et génial, mais c'est juste que si on est capable de rien renier maintenant, on va devoir le faire de manière extrêmement violente bientôt, et ça me semble un pari un peu risqué, quoi. Je sais pas si ça répond quand même. Bonjour, j'ai une question. En fait, j'ai relativement la sensation qu'il va falloir faire avaler la pilule aux gens, que ça va être le capitalisme qui va devoir mourir, mais je pense que les gens ils sont pas prêts à voir le capitalisme mourir, ils sont trop ancrés dedans justement. Et je me demande vraiment comment on pourrait faire avaler la pilule. Moi j'essaie aussi d'en discuter relativement autour de moi et de sensibiliser sur ça. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un puissant fin de dire aux gens on va tuer le capitalisme. C'est la terreur ultime du monde en fait. Voilà, c'est ma question. Dire comment faire avaler cette pilule. Pas du tout de réponse miracle. Il y a convaincre et contraindre. Donc il va aussi falloir contraindre. À un moment donné, il va falloir dire ça on le fait plus. Il y a des choses qu'on fait plus, voilà, c'est comme ça, et on s'organise autrement, quoi. Encore une fois, parce que on a l'illusion que ça nous rend heureux, que ça nous rend bien, mais dans un monde où il y a autant d'inégalités, où ça devient de plus en plus dur, est-ce que réellement c'est un chemin qui nous semble être intéressant, quoi. En France, on est le pays, je crois qu'on est le pays, peut-être que ça a changé depuis cette année, mais on est en tout cas un des pays en Europe qui consomme le plus de Xanax. La preuve, c'est que ça va pas hyper bien non plus, ce fameux. Ça rend pas que des gens très heureux. Donc peut-être on pourrait parler d'abondance ailleurs, d'abondance en système de santé, l'abondance de l'éducation, de liens. Enfin, il y a beaucoup de choses dans lesquelles on doit accroître en réalité. Moi, j'ai pas de questions, mais je veux revenir à ce que disait le jeune là-bas et ce que tu parlais par rapport à la sobriété heureuse. C'est génial la sobriété heureuse. Nous, on a beaucoup reculé, surtout ces 4 derniers mois, sur tout ce qu'on faisait et tout. Mais en fait, la sobriété heureuse, c'est pas si facile tous les jours. Voilà. Non, mais faut le dire parce que. En fait, on a décidé de quitter notre ancienne maison pour autoconstruire. On vit en caravane, on a mangé dans un barnum les pieds dans le froid tout l'hiver et c'est pas facile tous les jours. Et la question c'est génial enfin, moi je suis fière de ce que j'ai fait, des avancées que j'ai fait, mais comment en fait tout le monde peut arriver. Est-ce que tout le monde vraiment est prêt à réussir à faire comme nous on a fait et à vivre comme ça tous les jours? Parce que c'est quand même en fait très oppressant et on se sent vite mis de côté et éloigné de plus en plus en fait de tous les gens qui sont autour de nous. On se sent un peu ignoré, en fait, je sais pas comment expliquer. Disons que les gens nous ont plus trop donné de nouvelles et tout, et qu'on s'est un peu senti seuls. C'est ça. Et la sobriété heureuse, c'est génial, mais en fait, il manque de. Non, mais il faut le dire, il faut vraiment le dire. Il manque en fait de coopération, d'entraide et de liens qu'il faudrait refaire entre nous. Et je trouve que c'est super important de passer d'abord par là, de tous se regrouper, des gens qui pensent comme nous, qui sont comme nous, comme on est tous ensemble là ce soir, mais vraiment de faire plus lien pour plus s'entraider dans ce retour un peu en arrière qui est possible, vraiment, mais vraiment en étant tous ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Il y a des personnes là, il y a des personnes là-haut. Je passe juste là d'abord et après je viens. Bonsoir. Ma question c'était, j'ai l'impression que les choses s'accélèrent, les choses plutôt négatives et qui sont gérées par les 1% dont on parlait tout à l'heure. J'écoutais une émission là sur les nouveaux OGM, je regarde l'agriculture, là comment on fait une marche arrière sur... désolée, je suis émue. Une marche arrière sur tout ce qui sont les normes environnementales qui étaient glissées dans la PAC, qu'on essaye de faire supprimer. J'ai l'impression que ces personnes se sentent surpuissantes maintenant, comme s'il y avait... Ils ont l'impression qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, qui nous marchent un peu sur la tête.
Et je me disais, est-ce que c'est moi qui ai cette impression ou c'est vraiment une réalité? Et est-ce qu'ils font ça parce qu'ils se sentent surpuissants ou parce qu'ils accélèrent, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui va se passer, parce qu'ils veulent faire des profits maintenant, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il va y avoir derrière? Est-ce que tu as une petite idée là-dessus, quoi? Non, c'est une très bonne analyse. C'est l'accélération du monde, même dans les... ah merde, quelqu'un, c'est un philosophe allemand qui parle de cette idée d'accélération du monde, donc j'ai oublié le nom, ça vous sert à rien, mais c'est pas grave, si quelqu'un là, n'hésitez pas. Et Armand Rosa aussi en parle, voilà. Et en fait, même, c'est anecdotique, mais ça montre le monde dans lequel on va, même la musique classique. Beethoven est joué plus vite aujourd'hui qu'à l'époque. En fait, c'est-à-dire que même ce qui sont censés être des choses immuables, enfin, en tout cas pas immuables, mais pour le coup qui ont une temporalité précise et particulièrement précise, ce qui est inhérente à la musique classique, eh ben, on joue plus vite qu'avant. Et là, je vois dans les vidéos, c'est un moment où je parle comme une boumeuse, attention, dans les vidéos TikTok, ils accélèrent les musiques et il y a toute une génération de gens qui regardent les séries en accéléré et les films en fois 1,5. Vraiment, hein, et c'est la génération juste après moi, de gens qui regardent en fois 1,5. Et donc dans le monde du cinéma, ils se disent comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ça se regarde en 1,5. Donc en fait, on pense dans l'accélération comme si c'était un état de fait. Donc voilà, c'est juste, j'ajoute à ton analyse, mais oui, le monde s'accélère pour le coup irrémédiablement, je crois. On a une Et question. moi je parle plus vite, ça c'est vrai, ma parole sexe. Ça je confesse. On a une question au balcon. Allez, question Malcolm, bonjour. Je vous pose cette question-là parce que l'autre fois j'étais hyper frustré que vous soyez venu marcher sur nos terres et qu'on n'a pas pu se parler. Alors ces terres, je ne sais pas si vous avez trouvé bizarre, c'est des sols qui sont en agriculture régénérative. Et je vous parle de ça parce qu'en fait je pense que les sols sont au cœur de toutes les crises, c'est le point commun de toutes les crises. Aujourd'hui il y a 33% des sols qui sont dégradés. En 2050 la FAO nous dit qu'il y aura 90%. Les sols, quand ils sont dégradés, ils absorbent plus l'eau, ça a un impact sur les nuages. À Perpignan, le 5 février, on était à 25 degrés, il y avait 460 watts au mètre carré. Dans le Tarn, chez nous, il faisait 6 degrés, il y avait 120 watts au mètre carré. Donc il y avait 350 watts au mètre carré d'écart. Le CO2, tous les gaz à effet de serre, c'est 3,5 watts. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les sols chauffent, il ne pleut plus. Ça se dérégule très vite. Aujourd'hui, on voit les températures, on parle de l'accélération. La dérive française n'est pas incompatible avec une exponentielle depuis 8 ans. Pensez-vous pouvoir vous intéresser dans vos prochains sujets à la question de la dégradation des sols? Merci. Merci. Et je vous jure que je m'y intéresse, mais encore une fois, personne n'est ni irremplaçable ni omniscient, c'est-à-dire que j'ai 24 heures dans une journée et que je pourrais faire le choix de juste commenter tous des trucs qu'on me demande, parce que vous savez bien qu'on me demande, tout est grave, j'ai des biologistes marins qui me disent il faudra tel truc, et la surpêche, et les polluants éternels, et les glaciers, il y a mille luttes, et en fait ce qui est bien, ce que je trouve en tout cas moi, personnellement, comment j'ai l'impression de trouver ma place, c'est aussi d'être capable de porter des combats de bout en bout, c'est-à-dire que sur les fonds marins, on est plus vocal, mais en réalité pour s'assurer que ce soit une victoire avec des résultats, il va y avoir beaucoup de travail. En dehors, on se rend pas compte, mais c'est vraiment être là pour s'assurer jusqu'à la dernière seconde qu'aucun bateau partira. Donc je travaille encore sur ça, je travaille sur Total Energy toujours, mais là en amont, donc pour l'instant on le dit pas. Donc en fait c'est juste pour dire que si on veut être en sérieux un peu, on a besoin d'y passer du temps. En tout cas moi je sais pas faire sans. Si je veux vraiment être efficace dans des luttes que je mène, il y a des luttes auxquelles je participe. Je suis venue à 69, je participe parce que j'ai trop envie de pouvoir soutenir mes amis, parce que ça me paraît éminemment important et tout ça, donc j'essaie au maximum de le faire. Mais il faut aussi que je garde du temps long pour creuser des sujets qui, moi, me touchent pour une raison ou une autre, ou qui ont fait que je sois tombée dedans. Mais en fait, il y a un temps incompressible qui n'est pas juste celui de venir ou d'en parler, mais vraiment de connaître le sujet, d'aller voir tous les acteurs, de passer du temps, d'y passer du temps. Et donc mes journées ne faisant que 24 heures, je vous jure que mes nuits sont courtes quand même. Et je n'ai pas eu le temps de faire assez de choses sur les sols. Je prends la remarque, j'essaierai d'en faire plus, mais c'est pas que ça m'intéresse pas. Ce que je vous dis, ça c'est pour le justifier, c'est juste pour vous dire que si je parle pas d'un sujet, c'est pas parce que j'estime que c'est un sujet inintéressant, nul ou que je méprise, c'est souvent parce que juste
je fais des choix. Sinon, je ne ferais que commenter une actualité sur laquelle j'aurais aucune prise, et c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai pas envie d'être éditorialiste. Voilà. Ah oui, On en a un ici. Je vais essayer de rebondir sur ce que tu viens de dire, mais en repartant un petit peu depuis les premières interventions, je vais essayer d'être synthétique. Dans ce que tu as dit, il y a eu la question de savoir quelles sont les bonnes questions. Est-ce qu'il faut se poser les bonnes questions? Il y a eu du coup plein de questions de poser, est-ce que c'est les bonnes, est-ce que c'est pas les bonnes, c'est pas à moi de juger. Mais il y a eu en tout cas la question du besoin, des besoins créés, et du coup, c'est quoi nos besoins? C'est quoi nos besoins essentiels? Sur quoi est-ce qu'on doit se concentrer en priorité? C'est une question que je pose. Tu peux. Ouais. Tu en poses combien après? 3. Ok, parce qu'il y a derrière aussi. Ok, ça marche, je me dépêche. Donc deuxième point, l'histoire de ce rapport aux riches, donc des relations, des inégalités écologiques et des inégalités économiques, des inégalités sociales. Et comment est-ce que les trois interagissent, interfèrent et sont violentes? Et du coup, la sobriété, est-ce qu'on se contente des miettes? L'isolement, en quoi est-ce que, qu'est-ce qu'on fait avec cet isolement géographique, technique, social, émotionnel? Tu as parlé beaucoup justement de cette violence des riches à nous mépriser continuellement. Et donc ça, j'ai envie de le relever du point de vue des valeurs. Et de poser une question à l'Assemblée, de poser une question à toi si tu as envie d'y répondre. À mon sens, les valeurs définissent l'humanité, et on est dans une société où la valeur est une propriété, se possède. Les uns les autres, nous possédons dans l'imaginaire collectif des valeurs économiques ou des valeurs humaines. Or, les valeurs se donnent, se ressentent, s'aiment, se regardent. Du coup, la propriété privée, la valeur de la terre et la valeur de celui qui regarde la terre avec un petit peu d'amour, comment est-ce que ces deux choses peuvent se rencontrer? Voilà ma question. C'est plus des réflexions que des questions, donc elles sont très intéressantes, merci, mais c'est des boîtes de Pandore, donc il faudrait que je fasse un deuxième livre ou une autre deuxième conférence. Donc ce sera forcément non satisfaisant si je réponds en quelques phrases, mais sur la question des besoins, je cite pas mal André Gortz parce que sur ce point-là, je le trouve assez éclairant si vous avez l'occasion, qui parle d'économie du besoin, enfin, en tout cas d'économie du temps libéré. Donc comment est-ce qu'on arrive à dire, on met au service une industrie, une capacité, donc du temps, des corps, de gens, au service des besoins qu'on définit collectivement. Et une fois qu'on a atteint ces besoins et que tout le monde a accès à ces besoins, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, eh bien on libère du temps. Et donc en fait le vrai progrès pour lui c'est d'avoir plus de temps, donc de travailler un peu moins. Le progrès, on travaille moins. C'est une idée d'il y a longtemps déjà. Je vais prendre la question qui est tout au fond, quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Oui, merci. Ouais, merci. Moi j'apprécie beaucoup que tu te positionnes comme lobbyiste en fait, dans une espèce d'intermédiaire entre plusieurs sphères. Et c'est peut-être pas le mot que tu voulais entendre. Non, mais si, parce que je fais pas que ça, mais c'est une partie en tout cas importante de ce que je fais, ouais, clairement. En tout cas, voilà, ouais, moi je pense que c'est un des rôles qu'on est peu à prendre, et puis on en a besoin. Et du coup, la question que je me pose, c'est de savoir, dans ce rôle-là, quand tu as ce rôle-là, toi, comment tu règles, une des grandes questions à mon sens, c'est de savoir combien de temps on va lutter contre le Tefal dans les poils, ou contre ceux qui fabriquent du Tefal. Et donc en fait, jusqu'à quand en fait on se bat sur des lois, des normes, etc., qui peuvent être auxiliaires en se disant que si on élimine ceux qui les fabriquent, c'est réglé. Je la fais facile, hein. Mais ça m'intéresse de savoir comment toi t'arrives à te positionner un peu là-dedans. C'est parce qu'il y avait Claire Louvian, je sais pas si tout le monde a accès, mais elle fait vraiment lobby pour le coup sur les océans, la surpêche et tout. Et elle est venue voir mon film sur les pôles éternels, et elle m'a dit à la fin, ma question, moi, c'est comment est-ce qu'on les bute là en fait. J'étais là, bon alors Claire, bonjour. Et là, elle m'a trop fait rire. Donc je vois que ce sentiment peut, selon le niveau d'énervement, c'est des choses que je ne dis pas publiquement mais qui montent évidemment à des moments. Après aussi là-dessus à se dire que je crois que c'est pas malheureusement que des questions personnelles. C'est-à-dire qu'ils seront remplacés par d'autres après eux. Donc il faut aussi qu'on crante le fait que quand c'est leur remplaçant, on risque de faire pareil, mais un peu dans le... Voilà, avec leur sauce, quoi. Mais il y a quand même cette chose
fait, à la fois, ils sont remplaçables à l'appel, et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on aille cet écosystème. Mais il y a aussi, pour le coup, de l'autre côté, des gens vraiment, nominément, qui sont particulièrement tariquois. Et on a le cas avec le cher président de Total Energy, où je sais, au début, moi j'étais là, oui, mais c'est lui, mais c'est ce qu'il représente et tout ça. Et sur des sujets très précis, par exemple en Ouganda, la pipeline ICOP, en fait, on se rendait compte que c'était une affaire personnelle parce que lui avait des liens d'amitié personnelle avec certains présidents de l'Afrique de l'Ouest, que c'était un truc d'ego et que même en interne, d'un point de vue économique, ça ne tenait pas vraiment la route. Il avait beaucoup de gens, de son acabit, hein, de ses actionnaires et tout ça, qui n'étaient pas forcément pour le sujet, mais qui lui en a faisait une affaire personnelle parce qu'il avait des raisons personnelles de le faire. Donc il y a les deux, c'est toujours une dialectique entre la place qu'ils représentent et puis en fait leur individualité aussi, qui fait que voilà, on peut aller chercher des sujets sur lesquels ce sera impossible par leur histoire familiale, par leur aspiration, et puis d'autres aussi. C'est vrai que c'est intéressant à prendre en compte. Avant de prendre la prochaine question, peut-être un rappel de vigilance collective sur la parité dans la prise de parole. Voilà. Bon. On va finir sur il faut buter le lobbyiste, super. Merci, on ne débat du tout quoi. Ah voilà. Non, juste, c'est pas une question, c'est une remarque par rapport à la remarque sur le militantisme, l'activisme et le politique et la politique. Moi, je travaille dans une petite collectivité et en fait, je m'aperçois qu'il y a, dans les élus, il y a très peu de jeunes et très peu de gens qui ont des convictions. Donc ça m'interroge beaucoup sur le fait que je vois pas mal de jeunes qui sont activistes, etc. Et en même temps, là où la gestion de la cité se fait au quotidien, il n'y a pas grand monde, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'idées, il n'y a pas beaucoup de convictions, il n'y a pas, voilà. Ça m'interroge beaucoup. Voilà. Ça m'appelle la candidature là, si vous voulez. C'est vrai de se présenter. Mais non, c'est très vrai. Ouais, mais c'est pas la même philosophie, me dit le voisin, mais sauf que par exemple, moi je trouve qu'il y a. Je prends l'exemple de la chanson de neuf, moi ça me parle, mais je me dis, mais est-ce que c'est pas trop tard, quoi? On arrive sur du militantisme, de l'activisme, non, mais à la fin, c'est quoi, pas à la fin, mais sur des. Alors que ça fait des dizaines d'années parfois qu'il y a des sujets sur la table au niveau local, et en fait la démocratie locale elle marche pas. C'est ça. En fait, personne n'est au courant, personne ne sait comment ça fonctionne, personne. Voilà. C'est verrouillé. Et c'est verrouillé, c'est très. Et oui, c'est très verrouillé. Oui. Et c'est très difficile, et c'est là où il faut vachement de courage et de temps pour être élu, parce que c'est un super rien. Je pense quand même qu'il faut reconnaître que c'est verrouillé par nous-mêmes aussi, parce qu'il y a eu quand même le grand débat il y a en 2009, et on était pas nombreux à avoir assisté à ce moment-là. Je veux dire, l'information, elle a été donnée. L'information pour qui voulait la prendre, elle a été donnée, largement donnée. Moi, quand j'entends des gens qui disent encore, ils ne savent pas que les rocades vont être prises dans le... Oui, je dis, mais c'est pas possible, quoi. À un moment, on ne peut pas toujours dire que tout est verrouillé de l'extérieur. On a aussi notre responsabilité de citoyen et de prendre nos choses en main. Et par rapport, je voulais juste rebondir sur les poils Tefal, je pense qu'on est aussi des consommateurs acteurs, quoi. Et donc, à nous de nous battre. Donc on fait la dernière question, c'est ça? Non mais là c'est bien le débat, c'est bon, j'aime bien, ça a fini en blanc des bières, je sens, mais je ne le pouvais pas, personne n'a remarqué. Allez-y, là. Non, en fait, ça rebondit, la remarque de madame fait écho à ce que j'allais demander, c'est qu'on a un pouvoir de boycott. Et les poils Tefal, on peut tous les boycotter. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile de passer d'une poêle qui n'attache pas à des crêpes collées au fond de la poêle, certes. Mais je voulais te poser la question, Camille, est-ce que tu
pense que le boycott, l'appel à boycott pour justement un certain nombre de produits peut être aussi un levier d'action. Et est-ce que c'est un levier d'action que vous utilisez dans For Humans et dans vos réseaux, ou est-ce que vous avez privilégié d'autres modes d'action? Voilà. Mais enfin, il faut pas oublier qu'on est des consommateurs et qu'on peut boycotter un certain nombre de produits. Bon, quand même, effectivement, on n'a pas la culture dans les pays latins du boycott. C'est beaucoup plus un truc anglo-saxon, comme son nom l'indique. Par contre, effectivement, la seule vraie campagne qui ait marché, c'est celle d'Outswan, donc contre les oranges d'Afrique du Sud, et qui a porté ses fruits. Par contre, merci. Vous allez me gâcher. Mais par contre, effectivement, on a lancé à propos de la collusion de Pierre Fabre avec les décideurs de l'autoroute, il a été lancé un mot d'ordre de boycott. Et quand même, étant donné la notoriété de la cause, maintenant ça marche un peu quand même. Mais en tout cas, ça fait très très peur à Pierre Fabre. Donc tout espoir n'est pas perdu de pouvoir mener des campagnes de boycott. Mais bon, c'est pas trop la culture chez nous. On va boycotter le dentifrice, Pierre Fabre. J'aimerais rebondir sur du coup la première question niveau politique et ce qui a été relancé là. J'aimerais poser la question à la salle, savoir qui est engagé politiquement au niveau local dans le coin. Donc en fait, ce qui a été dit aussi là par Sandrine, c'est que tout va plus vite, tout s'accélère et il faut qu'on s'engage tous encore plus fort. Ce que fait Camille, c'est du lobbying, et au niveau local, on peut aussi faire de la politique. Moi, j'ai décidé de m'engager il y a 3 ans. Je suis conseiller municipal et je me suis engagé aussi au niveau du parc du Languedoc, et je me rends compte qu'on arrive à faire passer beaucoup d'idées, même avec des gens qui pensent vraiment différemment de ce qu'on peut penser. Et on est très peu nombreux. Moi, je suis plus jeune au niveau de la commune, je suis plus jeune au niveau du parc. Et je pense qu'effectivement, il faut toutes sortes de militantisme, mais en politique, on n'est vraiment pas nombreux, quoi. Donc, engagez-vous. Je vais poser une question un peu plus générale sur le militantisme chez les jeunes. Je pense qu'on doit avoir à peu près le même âge. Moi, je sors d'études d'agriculture, d'agronomie, environnement, et je me rends compte que dans ma promo, on était 4 à s'intéresser à ce qui était écologie. Moi, je me suis pris aussi des remarques dans le dos tous les jours parce que j'étais allée manifester à la 69, où vraiment des contre-attaques. Et en parallèle de ça, j'avais des cours d'agroécologie, des cours de fonctionnement des sols, des cours des interventions, des visites d'exploitation, des cours sur les géants de l'industrie, sur les fraudes alimentaires. Et j'en ai toujours les 3/4 de ma promo qui le midi vont manger à KFC, qui me taclent sur le dos parce que je vais en manif, et qui voilà. Comment on peut faire pour mobiliser les jeunes, réussir aussi à leur construire leur propre avis, parce que la plupart ils reprennent aussi de leur modèle familial, de comment ils ont grandi, comment ils ont vécu, et parfois c'est pas leur faute, c'est un mode aussi, c'est un fonctionnement. Comment on peut faire aussi évoluer les choses pour que ça ne devienne pas une exception, mais plutôt la norme, j'ai envie de dire. Pas inspirante. L'éducation. Alors, j'adorais, vous auto-répondiez là, moi c'est trop pratique. J'apprenais des trucs aussi. Sur le boycott, j'y reviens juste après très rapidement. Mais ça, c'est une trop grande question. En fait, heureusement que personne ne sait, on n'a pas de boule de cristal sur comment faire. Sinon, ce serait très prétentieux. Je me méfie beaucoup de gens qui disent je sais ce qu'il faut faire, voilà, l'activisme qui marche, seulement ça, ou c'est seulement ça, ou en fait c'est ça la bonne voie. Il faut qu'on en débatte tout le temps, c'est en mouvement et ça dépend toujours des sujets, des contextes, des cultures, des temporalités. Donc on n'a pas cette réponse-là, mais en fait, tu as un pouvoir. J'avais posé cette question à un neurologue pour un travail qu'on faisait, et il m'a dit cette réponse très simple, et en fait, le fait que c'est d'un neurologue, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, j'aurais pu y penser. C'est que juste, on est la personne qui a la capacité de faire le plus changer d'avis les 5 personnes dont on est le plus proche. Et en Allemagne, j'ai des amis activistes qui avaient fait ça pour des élections.
pour faire voter des jeunes pour le parti progressiste contre un parti vraiment de droite dure. Et en fait, ils avaient demandé aux jeunes, enfin en tout cas à leurs activistes, d'appeler leurs grands-parents en disant « Est-ce que, s'il te plaît, tu peux voter pour moi ?» En gros, pas pour moi en tant que personne qui me présente, mais pour mon avenir, pour tout ça. Et donc, pas voter pour cette droite dure, mais vraiment voter pour le parti progressiste parce que pour mon avenir, ça va être plus facile et tout. Et en fait, ils avaient observé des taux de transformation qui étaient incroyables, mieux que tous les meetings politiques, et tout. Et ça a été vachement étudié après en sociologie pour se dire, mais attends, en fait, c'est trop intéressant parce qu'une intuition qui est juste évidemment que vous allez mieux convaincre votre sœur que moi je vais convaincre votre sœur, contrairement à ce qu'on peut se dire, tiens, quelqu'un qui va sur, je sais pas, sur les pôles éternels, sur le fond marin, parce que je connais très mieux le sujet, en réalité c'est parce que votre sœur va en avoir rien à faire de ce que je vais penser d'elle. En revanche, elle va en avoir quelque chose à faire de ce que vous allez penser d'elle. Il y a cette idée pour le coup, de valeur partagée, de jugement de pair qui fait qu'on se fait des formes d'interdits entre nous, qui fait que dans nos communautés on décide de certaines règles qui soient dites ou non dites. Donc en fait tout ça, c'est un liant qui fait que quand on va avoir une remarque de ses parents par exemple, ça va nous toucher beaucoup plus que quand c'est quelqu'un d'extérieur. Et cette intuition-là, en fait, quand on la politise, c'est intéressant aussi, parce que ça veut dire que c'est horrible ce que je vous dis. Vous me dites, je me fais défoncer en cours parce que je suis déjà l'écolo. Là, je vous dis, il faut être l'écolo de vos potes qui sont pas cool. Donc désolée pour ça. Mais il faut avoir cette dialectique. C'est horrible, je me rends compte que je l'ai mis dans un bourbier. Il faut quand même le faire parce que t'es la personne qui réussira le mieux à les convaincre. Et après, en même temps, trouver, on disait tout à l'heure, aussi des moments où on a l'impression d'appartenir à plus grand que soi, de trouver les siens, quoi. Et ça te donne une force incroyable dans les moments comme ça, ou même comme ce soir, où en fait on se dit putain, ok, on peut se permettre d'aller dans des nuances parce qu'on partage un constat commun d'une inquiétude et d'une envie de faire quelque chose à cette inquiétude et de se dire allez, on y va, quoi. Et donc ça fait du bien de se retrouver entre nous aussi, et ça n'empêche pas le fait d'avoir des contradictions, d'avoir des moments où on n'est pas d'accord, on réfléchit profondément avec les complexités. Et du coup, je dirais que voilà, c'est avoir des moments où tu arrives à te retrouver avec les tiens, ceux qui pensent a priori comme toi, mais on ne pense jamais tout à fait pareil que quelqu'un. Et en même temps, ne pas oublier d'aller te confronter à des milieux qui ne sont pas les tiens, comme tu le fais là dans cette école. Donc merci de le faire pour nous. J'ai la lourde charge de clôturer ce moment, aussi sympathique soit-il. Merci pour votre attention, merci pour vos remarques. N'arrêtons pas de vouloir mieux, quelle que soit la place qu'on aura choisie. Et merci beaucoup.